Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce dernier rendez-vous de l'année 2023, l'émission numéro 6. C'est une émission 0% complexée, 100% conviviale des décideurs locaux. Le concept est très simple, de l'échange, de l'expertise et du café. Car oui, tout bon moment commence par un petit café. Pour chaque émission, j'accueille des invités experts dans leur domaine pour nous parler de leur histoire, leurs projets, leurs visions sur les enjeux qui nous concernent. Et pour cette nouvelle émission, j'ai la chance d'accueillir Philippe Cuer, Laurent Bogiro et Manuel Asensio. On les rejoint sur le plateau. Cuer Immobilier, c'est une agence immobilière familiale qui fait la gestion locative, la transaction et le syndic. Elle a été fondée en 1997 et aujourd'hui c'est une vingtaine de collaborateurs. Philippe Cuer, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur la société? Il y a eu un peu de croissance, je crois, ces dernières années. La société, on l'a créée effectivement en 97 avec mon épouse Isabelle. On avait démarré effectivement sur une activité de gestion de biens que je connaissais déjà au préalable et on s'est lancé pour optimiser et développer principalement la gestion locative. Et après le syndic de copropriété et en fin de course la transaction. Transaction du coup, depuis quand? Depuis le début. Depuis le début, tu as toujours fait un peu de transaction? Mais principalement avec nos clients. D'accord. Et le syndic, c'est pareil, c'est quelque chose que tu as commencé en même temps ou c'est... Oui, syndic et gestion, mais en développant plus la gestion que le syndic de copropriété. Ok, bon, tu nous en diras un petit peu plus tout à l'heure. Century 21. Alors, Manuel Asensio, bonjour. Tu es le fondateur d'Asensio Immobilier. Donc, je te remets un petit peu aux sources, enfin une partie de ta vie. Century 21, tu l'as racheté en 2015 suite à la cession de tes parts d'Asensio Immobilier. Et Century 21, c'est la gestion immobilière et transaction. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Je peux te dire de plus que, donc, effectivement, on a repris Century 21 en 2015. Aujourd'hui, donc, on a deux agences. Une agence sur Valence qui est dirigée par Sandrine, mon épouse, et moi, je suis sur l'agence de Bourg-les-Valence, où je travaille avec ma fille et mon neveu. Et on fait des activités, transactions, location et gestion locative. Tu as un point commun avec Philippe et vous travaillez en famille. Voilà, c'est ça. Très bien. Pareil, tu nous en diras un petit peu plus tout à l'heure. Le groupe Soleil, dirigé par Laurent Bogiro, bonjour. Bonjour. Fondé en 1967. C'est pas toi qui l'as fondée, mais elle a été... J'étais pas né à l'époque. C'est vrai. Tu l'as reprise en 2002. Il y avait 8 collaborateurs, spécialisés à l'époque dans la construction de maisons individuelles. Et aujourd'hui, c'est 90 collaborateurs, constructeurs, lotisseurs et promoteurs. Et tu es également coprésident du VRDR. C'est ça. Qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Il y a plusieurs sociétés dans le groupe. Il y a plusieurs sociétés dans le groupe. On fait traditionnellement des maisons individuelles, des programmes de lotissement ou de promotion. Et on a aussi des activités de travaux, parce que j'ai une boîte d'électricité, de charpente, une boîte de plomberie, voilà. Et on a ouvert récemment un restaurant gastro à Valence, il y a 3 ans. Il y a 3 ans, oui, j'allais dire il y a déjà quelques temps. Qui s'appelle Maison Griselot. Voilà. Oui. Ça, c'est plutôt le côté plaisir plus. Voilà. Ouais. Bon, on connaît tous. Bon, t'as plein de métiers en fait alors. J'ai plein de casquettes, mais j'ai pas mal de personnes qui travaillent avec moi. C'est eux qui gèrent les métiers. D'accord, c'est bien. Parfait. Maintenant qu'on sait avec qui on va boire un bon café, on va rentrer dans le vif du sujet avec la question à 1 million. Jingle ? La question à 1 million, ça c'est le moment un peu sérieux. 1 million d'euros? 1 million d'euros, ouais. Ah d'accord. On gagne 1 million de... Donc Il va nous payer ça, oui. Ouais. Ah, c'est d'accord. Les taux d'emprunt immobilier ont connu une hausse importante ces derniers mois. On est passé en début d'année de 1% à plus de 4% en novembre 2023. Alors cette hausse, elle est due à différents facteurs qu'on connaît, comme
la guerre en Ukraine, l'inflation, la hausse des taux directeurs de la BCE. Mais cette hausse des taux réduit la capacité d'emprunt des ménages, ce qui entraîne une baisse de la demande. Et ma question à 1 million, elle est sérieuse, mais en même temps pour 1 million. Est-ce que la stabilisation des taux sur cette fin d'année, et probablement en 2024, va redonner confiance aux acquéreurs? Selon vous? C'est un vrai sujet? Confiance, peut-être pas, mais en tout cas, une forme de stabilité des taux, ça va redonner un peu plus d'assises dans les décisions, puisque aujourd'hui, sur ces 3 dernières années, on a eu plein de bouleversements dus à la guerre en Ukraine, au Covid, à l'augmentation du coût de l'énergie, à plein de choses qui font que les acquéreurs ils savent pas trop sur quel pied danser. Donc cette stabilité des taux, à mon avis, entraînera aussi une forme de stabilité des prix ou une descente, une baisse des prix de vente. Donc ça ne peut que, cette stabilité, que relancer le marché. Selon moi, l'idéal, ce serait qu'il y ait une baisse des taux, mais c'est pas ce qui est forcément prévu. Mais on a eu pendant une décennie des taux très bas, excessivement bas. Il y a 2 ans, on empruntait à moins d'1% sur 20 ans ou 25 ans. Ouais, il y a même il y a 1 an. Ouais, il y a 1 an et demi. Donc on retrouve des niveaux de taux qu'on a connus dans les années 90. Qu'on a connu ces taux-là. Qu'on a déjà connus. Il y a 10 ans. Hein. Voilà, donc à mon avis, la stabilité des taux, si on n'assiste pas à une autre inflation des taux, on aura ça relancera forcément les ventes, puisque faut pas attendre que ça baisse pour devenir acquéreur. C'est sûr qu'une stabilisation des taux, rien que ça déjà, ça va donner. Souvent la stabilité en général, qu'elle soit fiscale, juridique, législative, de taux, etc. Quand on sait, ça aide. On peut avoir un peu de visibilité sur dans nos métiers. Des messages. J'envoie pas de messages, ils les ont déjà reçus. Si on peut avoir un peu de visibilité sur le moyen terme, c'est bien pour le marché. Ouais. Et dans la transaction, est-ce que... Moi, je partage assez la synthèse de Laurent. Donc, ça fait que le fait de stabiliser les prix, ça va rassurer nos acquéreurs. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait quand même un décrochage, notamment dans l'ancien, sur les prix de l'immobilier qui sont encore un peu restés sur les prix de l'année dernière. La valorisation. Et là, tant qu'il n'y a pas un décrochage pour que ça puisse matcher avec le financement des clients, j'ai peur que ça soit une année encore un peu compliquée. Alors, là, l'exemple que donnent les courtiers, c'est que l'année dernière, à date, un acquéreur qui avait un budget de 300 000 euros, aujourd'hui, avec les mêmes conditions de remboursement, le même apport, il est à 250 000. Donc, les taux se stabilisent, c'est une très bonne idée, mais peut-être qu'il va falloir aussi réajuster un peu les prix de vente. Ou s'il veut son 300 000, il faut qu'il fasse plus d'efforts. Et une donnée, je disais, sur je crois que c'était dans la revue des notaires, sur les 5 dernières années, c'est plus 28,7% le prix de l'immobilier sur Valence. Oui. C'est énorme. C'est énorme. Nous, on le voit moins dans nos métiers d'immobilier d'entreprise. C'est le cas. Sur le neuf, en tout cas, la construction a pris 25% exactement en 2 ans et demi. Donc le même bien à construire, que ce soit de la maison individuelle ou où l'immeuble coûte 25% plus cher aujourd'hui. Et le foncier n'a pas baissé. Donc une enveloppe a pris 25%. C'est-à-dire un projet terrain-maison à 220 230 000 euros, il est presque à 300 000. Et le prix du mètre carré sur l'immeuble en neuf, il y a 4-5 ans, Philippe, on était à 3 000, 3 200 euros TTC du mètre carré. Et aujourd'hui, les programmes qui sortent, c'est 4 000, 4 200. Ouais. Donc, et pour le coup, le coût de construction et la main-d'œuvre ne devraient pas baisser dans les prochaines années. Donc, avec une rareté du foncier pour faire nos opérations, le neuf n'est pas amené à baisser dans les prochaines années, quoi. À périmètre constant, c'est-à-dire prestation de qualité, nombre de mètres carrés pour baisser le prix. Ouais. Là où il va y avoir un décalage, c'est ce que dit Laurent, effectivement, c'est qu'entre l'ancien, où on va pouvoir jauger sur les prix par rapport à une stabilisation des taux, effectivement, les prix vont forcément baisser. Pour l'instant, on n'a pas eu encore l'arrivage derrière, mais on l'aura. Mais par contre, dans le neuf, le prix du foncier, 25% que tu as eu,
ça va pas se jouer, donc le neuf pourra pas baisser. Donc ça va être comment est-ce qu'on va pouvoir financer, et j'allais dire trouver des acquéreurs pour acheter, je parle même pas de la maison individuelle, où c'est encore pire, mais sur du logement neuf, où effectivement entre le prix du foncier, le coût d'augmentation des matériaux et de la main-d'œuvre de 25, sachant que les taux ont augmenté, on va pas réduire la taille des appartements. Donc c'est vrai qu'il va y avoir une vraie problématique. La problématique, c'est que les gens qui achètent du neuf, ce sont aussi des gens Qui rendent. qui arrivent à un âge, qui revendent leurs biens pour venir en centre-ville. Et si leurs biens ils se dévalorisent un peu avec cette crise, ils auront encore un peu plus de difficultés à acheter du neuf. Il va y avoir de toute façon un réajustement des prix de l'ancien. On a C'est obligé. déjà assisté depuis septembre. On s'aperçoit que ce qui était à la vente en septembre à des prix X, ça a déjà. C'est quelle part de le neuf, l'ancien, chez vous? On sait le dire? Moi, j'en fais pas, je fais que de l'ancien. Que de l'ancien? Ah ouais. Et moi, c'est 90-95%. Ah ouais, c'est ok. Ouais. Et du coup, sur vos marchés, comment vous allez les adapter? Alors bon, vous 95, voire pas, vous prévoyez une baisse des prix qui peut relancer un petit peu la machine, donc c'est plutôt positif. Et des taux qui se stabilisent, c'est pareil, ça va redonner un petit peu confiance. Et sur le neuf, qu'est-ce qu'on va chercher de positif pour se dire Le neuf, on va rester en vie déjà. C'est déjà une bonne. Le neuf, sur les 12 mois glissants, fait moins 50%. C'est les statistiques nationales. Dromardèche n'y échappe pas. Donc, pour vous donner une idée, quand on vendait 100 maisons par an, on en a vendu 50, 2 fois moins. Donc, on va livrer 2 fois moins de maisons. Donc, il faut réduire la voilure des différents bateaux qui composent le groupe. Donc, on a besoin de moins de maçons aussi, donc c'est la main-d'œuvre, moins de menuisiers, moins de carreleurs, parce que. Tu donnes moins de boulot. On donne moins de boulot, exactement. C'est pas tes maçons. Non, donc ça veut dire qu'à la fois en interne, nos équipes ont moins de travail, donc on revoit à la baisse notre masse salariale, et puis en externe, nos sous-traitants auront moins de boulot quand même. Donc c'est assez mathématique. L'avantage de notre métier, c'est que ce qu'on a vendu cette année, on va le construire dans 1 an, ou dans 18 mois, ou dans 24 mois, selon la. Donc on a un peu de visibilité, mais malheureusement, on revient pas en arrière. Ce qu'on n'a pas vendu, on va pas le construire en 3 ou 4 mois. Donc on rattrape pas le marché baissier. Ouais. Je voyais le crédit immobilier ce matin, je lisais, c'est moins 40% en 1 an de volume de prêt. Ouais. Après, on se ment pas non plus. 21-22, on a connu quand même 2 années exceptionnelles, nous, dans notre partie. Je sais pas sur ta partie, toi. Les 4 dernières années. Il y a eu un rattrapage un petit peu de. Après moins 40 d'un plus 40, on revient sur des volumes peut-être. Ouais, non. Pas dans ton domaine. Sauf qu'entre-temps, tu t'es un peu embourgeoisé et que comme tu as fait 3-4 bonnes années, tu t'es structuré, tu as fait des investissements et tu vas monter un peu ton niveau de vie professionnelle. Je parle de la partie. Donc et du coup, est-ce qu'il va falloir recaler On a beaucoup investi, je trouve aussi. On a des charges qui font qu'augmenter. La digitalisation dans nos boîtes, la communication. Bon, on fait une émission, on fait des choses qui sont coûteux, mais tous les supports pour diffuser de l'annonce immobilière, c'est. T'es un peu pris entre plusieurs marteaux et plusieurs enclumes. T'as une baisse du volume inhérent au marché, c'est comme ça. Une augmentation de tes frais généraux, que ce soit tes salariés ou bien ton mode de vie. Sur la digitalisation, ça n'a pas fait faire des économies. Aujourd'hui, on a tous une chargée de com ou une boîte informatique qui gère nos activités, notre communication. Alors qu'il nous explique que la digitalisation va nous faire d'économies parce que ça va le faire à notre place. Ouais, alors l'intelligence artificielle peut-être, mais on n'aura peut-être plus de boulot. Et puis surtout, on a une baisse des marges parce que on n'a pas pu compenser, parce que malgré tout, il faut vendre. On ne peut pas compenser la hausse on peut pas répercuter la hausse des prix sur les biens qu'on vend, c'est impossible. Ouais, et puis on va rejoindre, alors toi encore tu vends des matériaux, donc effectivement tu subis la hausse de ces matériaux, mais pour Manu et moi qui avons principalement que de la masse salariale, entre guillemets par rapport à ça, on se rend bien compte, alors la transaction c'est différent par rapport au fait que les gens sont payés sur ce qu'ils vendent, mais sur tout ce qui est gestionnaire, comptable, on voit bien que la masse salariale a augmenté ces 3 dernières années, que pour autant le chiffre ne suit pas derrière, et qu'en fait on prend sur notre marge pour arriver à équilibrer entre guillemets entre
le chiffre d'affaires et les charges qu'on a toute l'année, quoi. Et Philippe, tu fais beaucoup de gestion et de syndic. Est-ce que ces coûts financiers qui font qu'augmenter, est-ce que ça a un impact sur ce business? Bien sûr. Alors nous on fait principalement, j'ai oublié de dire deux choses tout à l'heure, c'est que mes deux enfants m'ont rejoint. Hein. Si je les oublie, ils vont pas apprécier. Julien avait commencé et Anthony nous a rejoint il y a quelques années. Donc chacun a trouvé sa place sur Julien qui suit plus le syndic et Anthony plus la transaction. Et après on s'est partagé le portefeuille de gestion, parce que ça reste notre activité principale. Mais on a la rénovation énergétique. Donc effectivement à Valence, on gère des choses récentes ou neuves qu'a pu faire Laurent, mais pas que. On a aussi beaucoup d'anciens, beaucoup d'immeubles des années 60 où on a pas mal de passoires thermiques, et avec le nouveau DPE qui est arrivé et qui pour moi est pas encore au point, on se retrouve de plus en plus avec des logements F ou G qu'on ne va pas pouvoir relouer, qu'on n'est pas certain de pouvoir rénover, et que sur le principe on va enlever du marché. Donc quand on voit que déjà sur le marché valentinois il manque de logements, quand on va ramener ça au niveau national, tous ces logements qui vont sortir et que pour X raison on n'arrivera pas à rénover pour remettre à la location, ce sera une question d'argent, qui vont repartir sur la vente, mais ceux qui voudront les acheter n'auront pas forcément le budget pour pouvoir acheter. Effectivement, on tourne un peu en rond, quoi. Oui, puis il va falloir les actualiser avec ce DPE, comme Bien tu sûr. dis. Donc il va falloir payer un moment avec de la rénov, avec ces Sous réserve que ce soit possible. Sous réserve que ça soit possible, ouais. Parce que c'est pas toujours possible. Non. Donc, on crée depuis plusieurs décennies un déficit de logements neufs chaque année. Et là, le marché aujourd'hui, Chaque année, il y a chaque moins... année, hein, on construit moins et on rénove moins de logements que on en a besoin. C'est-à-dire qu'on crée un déficit. Et en plus, avec la baisse de la construction de logements sociaux, c'est-à-dire qu'on va véritablement avoir un problème de logement en Bien France. sûr. Pas dans toutes les zones. Et c'est un peu le défaut de nos politiques, c'est qu'ils raisonnent, eux, nationalement. Ils disent, mais il y a des logements vacants. Mais sauf que les logements vacants, là où ils sont vacants, personne ne veut aller y habiter. Donc, sur des zones tendues, c'est le cas de Valence, hein, qui est une zone tendue, on a une pénurie de logements. Réduction des surfaces à construire, des surfaces de terrain qui peuvent être, sur lesquelles on peut faire du logement neuf. Tension sur les logements existants, parce que c'est cher, parce que c'est dur à rénover, etc. Et puis, insolvabilité de certains ménages, parce que les taux ont augmenté, parce que les durées sont au maximum. Donc, il n'y a plus de rotation, il y a moins de mouvements, ce qu'évoquait Manu tout à l'heure. Et Ils restent là où ils sont. Ils restent là où ils sont. Donc ça fait il y a une grosse tension sur le locatif qui a fortement augmenté. Mais et on crée du mal logé, quoi, des personnes qui sont mal logées. Et ce déficit va s'accroître puisque on ne produit pas des logements décents, des logements de qualité suffisamment. Aujourd'hui, on dit on va faire de la rénovation. C'est super la rénovation, mais la rénovation ça crée pas un logement. Ça rénove un logement existant. Donc on a besoin de créer des logements, justement qu'on ne soit plus en déficit, mais on soit en excédent pour rattraper le retard. Il faudra en créer beaucoup. Alors il y a tout et son contraire, mais on estime qu'il manque entre 200 et 300, 400 000 logements construits par an. Que ce soit sur le parc social, qu'il faudra rénover aussi. Tu parles de quoi, de Valence? Non, au niveau national. Combien? Entre 200 et 400 000. On est en déficit de 200 à 400 000 logements par an. Mais sur 10 ans, c'est entre 2 millions et 4 millions de logements. Et puis, quand on reprend ceux qui sont dans le cadre de la rénovation, où tu fais, une rénovation complète de l'immeuble, c'est des logements qui, le temps de la rénovation, sortent du marché locatif. Donc, effectivement, entre ceux qui vont pouvoir se lancer et ceux qui, pour X raison, vont décider de ne pas les remettre, on perd encore en plus des logements qui étaient, à l'heure actuelle, disponibles sur le marché, quoi. Et avec un accroissement de la durée de vie en France, il y a moins de logements qui se libèrent dû à des décès ou des disparitions ou autres. Donc, on est en train de créer, en tout cas, il y a un contexte, un terreau très favorable, fertile à un problème de société et un problème social dans 10, 15 ou 20 ans. Et puis, si on rajoute la problématique des locations courtes, Airbnb, qui ne sont pas sujettis au DPE, ça va, oui. Donc, il y a beaucoup d'investisseurs qui se disent, moi, finalement, je vais rénover un peu. C'est une actualité sur Valence? Bah oui, sur Valence. Ce genre de logement. Ça commence. Moi, j'ai vendu il n'y a pas très longtemps un immeuble à un investisseur qui va faire que du Airbnb. Il a pas de contrainte. Non, et puis j'ai des petits studios que je suis en train de vendre à des investisseurs. Les studios sont mal classés. Ils veulent pas faire de la location résidentielle. Et puis la rentabilité n'est pas la même. Et la rentabilité n'est pas la même.
Mais au regard du prix de l'immobilier aujourd'hui, Ouais. tu regardes aussi le retour sur investissement. Donc il y a effectivement des... Et puis il n'y a pas la même fiscalité. Hein. T'as pas la même fiscalité. Alors, et en plus, ça des structures aujourd'hui, tu leur mets on va dire entre parenthèses, c'est pas une gestion, mais c'est tout comme, on te meuble, Ouais. on te loue. Conciergerie. Ouais, une sorte de conciergerie, hein, ça s'occupe de tout. Ouais. Ouais. Après, on voit nous dans nos métiers beaucoup de flex comme du coworking, toutes ces choses-là. Là, vous, c'est le Airbnb de l'immobilier d'entreprise. La seule chose, c'est qu'on manque de logements d'habitation principale. Et que là, on n'est pas sur du principal, on n'est que sur du loisir ou sur du secondaire ou des gens qui viennent pour des courtes durées. Et qu'effectivement, ça vient encore pénaliser le marché en enlevant des logements qui étaient déjà disponibles. Et comme dit Laurent, sachant qu'on en manque déjà par milliers, j'allais dire, c'est toujours un manque à gagner. Et encore, là, on n'est pas dans des zones touristiques, mais quand on prend des villes comme Paris, comme Bordeaux, comme le Sud ou le Sud-Ouest, oui, ça crée des vraies problématiques pour loger les gens qui travaillent, quoi. Et vous avez imaginé quelle solution par rapport à cette baisse de la demande, mais des gens ont quand même besoin de se loger. Alors tu disais, Laurent, finalement, on crée un peu l'écart avec des gens qui sont mal logés, mais quand il y a une famille qui change avec l'arrivée d'un bébé ou au contraire des familles qui mal se logés. composent, mais si la famille s'agrandit, ils ont besoin d'une pièce de plus, mais ils peuvent pas déménager parce qu'ils n'ont pas les moyens de déménager. Je vais donner un exemple, c'était une autre illustration, mais aujourd'hui, on a des locataires qui payent 1000, 1200 euros par mois, par exemple, 1000 euros. Il y a quelques années, pour 300 ou 400 euros de plus, ils pouvaient être propriétaires du même logement, donc c'est du même type de logement. Aujourd'hui, c'est 2000 euros. Donc ils disent, je vais rester locataire. Ouais. Si la cellule familiale ne change pas, il n'y a pas de problème. Ils restent locataires. Mais si jamais ça devait changer, ils sont pas, c'est pas confortable. Parce qu'il va peut-être manquer une chambre, il va peut-être manquer 2 chambres. Donc, mais il n'y a pas la possibilité. Et d'ailleurs, on est toujours très méfiant avec des gens qui vendent leur résidence principale en disant, ah, mais là, c'est super, j'ai fait une super plus-value. Mais tu vas te reloger où? Pour la même, pour la même qualité de bien, la même surface. C'est que si ton bien, tu l'as payé 200 000 euros et que tu le revends 300 000 pour avoir la même qualité, au même endroit, avec le même environnement, il faut remettre 300 000. Donc, même plus, même peut-être avec plus. le coût du crédit. Donc, on est en train de créer aujourd'hui un système où on aura des mal logés de plus en plus, et on aura aussi des personnes qui ne pourront plus se loger. Comme aux États-Unis, où des gens vivent dans leur caravane, dans un bungalow, dans leur camping-car, parce qu'ils n'auront plus les moyens de payer un loyer, parce que entre le prix du loyer, l'énergie et les coûts fixes d'un logement, qui sont les abonnements et autres, eh ben on va préférer consacrer cet argent-là à vivre, quitte à être mal logé, et aussi parce qu'on n'aura plus les moyens de se loger. Mais je le pense vraiment. Vous avez aux États-Unis, vous avez des collaborateurs qui arrivent au travail et qui dorment dans le camping-car du camping ou dans le bungalow d'à côté. Et ça, c'est pas un progrès pour moi. Et du coup, dans le logement, vous observez pas non plus un basculement plus vers la location que la propriété. Vous organisez pas vos business en disant il faut qu'on puisse répondre à ça. Vous faites les deux. On l'a dit tout à l'heure, la seule chose, et encore Laurent parlait, mais là où il manque le plus, c'est pour des logements de grande taille, ou même ne serait-ce que de pavillons ou de maisons individuelles, où effectivement on a parlé tout à l'heure d'un coût de construction qui est plus important. Donc effectivement, c'est là où il y a le plus de demande. Et quand on voit le montant des loyers qui correspondent, j'allais dire, aux offres qu'on a, il n'y a pas. Donc si demain, effectivement, tu as besoin d'un logement plus grand, il n'y a qu'à regarder à Valence qui est alloué sur des grandes surfaces. Il n'y a quasiment pas. Ouais. Et après, tu dépasses 1000 ou 1200 euros, c'est pas à la portée de tous les Valentinois d'aller mettre un loyer aussi important. Un DPE qui soit pas bon, en plus, le truc, il faut le sortir du marché. Ouais, mais dans des grands, t'as pas cette problématique-là. On n'est pas dans ce style de copropriété. Mais par contre, on manque d'offres, quoi. Ce qui est sûr, c'est que il manque de l'offre. Ok. Merci de nous avoir fait part de votre vision sur le sujet. Maintenant, on va voir si vous êtes autant inspiré avec d'autres thèmes. Jingle. Alors là, on va regarder une petite vidéo et vous me direz un peu ce que vous en pensez. On voit la vidéo ? Les chiffres des promoteurs immobiliers étaient en chute libre, moins 30% sur le 3e trimestre. Et puis la demande n'est pas au rendez-vous parce que les ménages n'ont plus de banquiers derrière pour les financer. Du coup, les prix commencent à baisser. Alors ça, c'est une vidéo du 17 novembre de cette année. Donc elle est... Laurent, je vais commencer par toi parce que c'est une question qui t'est un petit peu plus dirigée. Comment Alors, la vidéo dit que les prix commencent à baisser, mais les prix alors sur de la construction, les prix ne peuvent pas baisser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu ouvres des plis pour un appel d'offres, tu as ces prix, tu es obligé de construire
à ces prix-là, le foncier, tu l'as déjà acheté et tu vas le vendre et en essayant de gagner un peu d'argent. Tout à l'heure, tu disais, il y a eu une hausse de 25% le coût de la matière. J'ai eu le sentiment que ça a beaucoup augmenté un peu après Covid. Mais est-ce que ces coûts derrière, l'achat de matières premières ne redescend pas du tout? On entend que l'acier baisse un peu, on entend que différentes choses baissent. Alors, lorsque tu fais un programme de promotion, il y a une inertie entre le moment où tu achètes le foncier, etc. Donc, les prix peuvent baisser aujourd'hui sur des opérateurs ou des promoteurs qui ont beaucoup de stock et qui veulent se débarrasser du stock, mais ils vendront pas à perte. Et aujourd'hui, les marges sur des opérations de promotion sont très faibles. Donc, les prix sur le neuf ne peuvent pas, ou alors le promoteur ou la société qui s'occupe de cette opération-là va. C'est quoi l'inertie aujourd'hui, quand tu inities une opération, ça met 3-4 ans pour livrer les. Il y a un an d'études, d'examen, de permis de construire, et puis il y a 18 mois de construction, plus les négociations pour le foncier et autres, c'est entre 3 et 4 ans. Ouais. C'est-à-dire si je décide d'une opération aujourd'hui, je livre mes logements dans 3 ans. Donc c'est ça la difficulté, c'est lorsque le marché se retourne, vous êtes collé avec un foncier que vous avez acheté, peut-être une construction que vous avez commencée, et vous avez peut-être commencé une construction en ayant pré-vendu un certain nombre d'appartements. Mais si les taux, entre-temps, ont fortement augmenté, vous avez... ça, c'est le pire. Ça. Vous avez vos acquéreurs, futurs acquéreurs, qui viennent vous voir en disant, finalement, j'avais fait une réservation, les taux étaient à 1,5%, ils sont à 4,5%, je suis plus finançable. Et donc, c'est-à-dire que moi, je me retrouve avec un appartement, ou 2, ou 3, ou 4, en face desquels j'ai plus d'acquéreurs. Que tu avais vendu et que j'avais vendu. Et qui avait été financé, l'opération avait été financée par le banquier, parce qu'il savait que j'avais eu 15 acquéreurs sur 30 appartements. Donc j'attaque l'opération, j'en ai plus que 8 ou 7. Donc là, on se met en danger. Et si j'attaque l'opération, c'est j'ai stabilisé les prix, j'ai des prix fermes, et donc ça veut dire que je ne peux, sauf à prendre sur la marge de l'opération, je ne peux que vendre au prix initialement. Si le prix du béton a baissé, tu peux pas aller chercher. Non, et puis moi je vois pas beaucoup de prix qui baissent. Non, moi non plus. Oui, peut-être que le prix du béton va légèrement baisser, mais peut-être que le prix de l'acier en négoce sur les marchés va baisser, mais le prix de l'acier posé avec la main d'œuvre sur place, etc., ça baisse pas. Les prix n'ont pas baissé. Les bordereaux de prix ont arrêté d'augmenter par le fait que les entreprises ont un peu moins de boulot, donc sont un peu plus enclins à faire des efforts. Mais sinon, les prix de lorsque vous achetez une prestation, c'est la matière et de la main-d'œuvre. Est-ce que la main-d'œuvre baisse en France? Non. Est-ce que la matière baisse en France? Non. Ce qui baisse, c'est effectivement sur du Black Friday, de l'électronique, des fringues et autres. Mais ça, c'est fabriqué. Le Black Friday Ça, c'est fabriqué en Chine, c'est fabriqué en Extrême-Orient, c'est fabriqué au Moyen-Orient. Nous, on a de la main-d'œuvre locale avec des matériaux locaux. Donc ça ne baisse pas et c'est pas amené à baisser. Avec des industriels qui verrouillent aussi le marché et qui sont. Puis tu as le bilan carbone d'une opération maintenant qui te fait augmenter ça, on un peu le sait le prix. dès le départ, puisqu'on conçoit les opérations en fonction des objectifs à atteindre sur ce bilan carbone, sur la performance énergétique. Mais donc ça, on le sait dès le départ. Il ne s'invite pas ou se rajoute pas au fur et à mesure de la construction. Mais ça, ce sont des coûts qu'on prend en charge et qui ont aussi, comme la réglementation sismique, comme la réglementation thermique, la nouvelle réglementation énergétique 2020 a augmenté le coût des constructions et par la force des choses, qui paye à la fin? C'est le consommateur, c'est le client, sous réserve qu'il puisse payer encore. On a le même système avec les véhicules électriques. Aujourd'hui, on impose un certain nombre de normes. J'espère que le consommateur pourra s'offrir les normes qu'on lui impose. Donc à Valence, vous augmentez sur le neuf, vous observez pas une baisse pour l'instant du prix de vente. Là, je regardais Lyon moins 3%, Nice moins 8%, Montpellier moins 2%. Après, il y a des villes où on a voisine elle est moins 10%, mais sur le neuf, sauf à baisser tes marges sur du stock que tu as. Oui, c'est ce que je veux dire. Est-ce que peut-être là, les pourcentages que tu as, c'est parce que c'est des lots qui restent à vendre et où le promoteur, effectivement, comme dit, va pour pouvoir solder et finir un programme, va rogner sur sa marge. Mais de voir à la baisser les prix, ce que disait Laurent, je vois pas bien c'est pas comment prêt de baisser parce que, comme tu expliques, il faut 3-4 ans. Donc, ce qui a été initié il y a 2 ans, on va se retrouver dedans. Puis, il y a une chose aussi, c'est que
avec l'augmentation des taux, le promoteur, lui, a des crédits, ou l'aménageur, Mmh. et garder en stock des logements que tu n'as pas vendus, mais que tu as payés, ça coûte 4 à 5 Super fois plus cher en stock que lorsque les taux étaient à 1%. C'est-à-dire que si un logement que j'ai qui vaut 200 000 euros, que j'ai en stock pendant un an, il me coûte en intérêt financier, à 1%, il me coûte 2 000 euros par an. Mmh. Et à 5%, il me coûte 10 000 euros par an. Donc c'est pas du tout neutre, la même hein. chose. Hein. C'est pas neutre. Et tout à l'heure, Manuel, tu as commencé à parler un petit peu des prix qui allaient peut-être se stabiliser. Qu'est-ce que alors on vient de parler du neuf, mais sur l'ancien, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le marché valentinois? Nous, pour l'instant, on n'observe pas une baisse Non. importante. Je pense qu'aujourd'hui, tu as deux catégories de gens. Tu as ceux qui ont pas de projet et se disent je vends. Bon, ben, si ça se vend, super. Ça se vend au prix, je vends. Je vends et puis pourquoi pas. Et puis après, tu as des gens qui ont un délai, un projet. Hein, c'est-à-dire, j'ai acheté une maison, j'ai signé un prêt relais, je suis muté, il y a d'urgence, il y a un délai dans le temps, je peux pas me permettre de faire traîner ma commercialisation. Ces gens-là, ils vont baisser leur prix. Eux, ils sont prêts à le Ouais. baisser. Il n'y en a pas suffisamment. Et il n'y en Non, a pas il y Il y a pas suffisamment. C'est le de temps. volume. Ouais, En aujourd'hui, fait, ça va baisser, mais ça viendra en début 2024. Ouais. Pour l'instant, c'est ce qu'on disait sur la stabilité. Si les taux se posent un peu derrière, il y a un décalage entre la baisse des prix qu'on va pouvoir avoir et elle va prendre quelques mois et ça sera forcément sur le premier ou le deuxième trimestre 2024. Quoi. Et puis, moi, il commence à y avoir un changement un peu dans la mentalité des acquéreurs. C'est-à-dire que, comme dans les grandes villes, tu vas être un peu moins exigeant sur la surface que tu veux acheter. C'est-à-dire que l'année dernière, je suis venu et j'avais envie d'avoir 4 chambres 120 mètres carrés. Cette année, peut-être qu'on va se serrer et on va prendre 3 chambres et 98, 100 mètres carrés, 95 mètres carrés. La chambre d'amis, elle devient plus Disons, indispensable. si le vendeur baisse pas son prix, si les taux baissent pas, la seule chose que tu vas pouvoir adapter après, c'est le profil de ton bien. C'est-à-dire que sous les 120 mètres carrés, tu vas faire comme dans les grandes villes, à Lyon, à Paris ou ailleurs, tu vas vivre dans le 85 et tu vas aménager ton espace de vie pour vivre avec ta famille. Sinon, tu ne pourras pas acheter si les prix ne baissent pas. Ouais. Ne vends pas trop cher, hein, Laurent, pour que derrière, il puisse Moi, c'est pas moi revendre. qui fixe les prix, c'est mes artisans et les vendeurs de foncier. Donc, Et sur la gestion, sur la location, c'est tout à l'heure vous parliez un petit peu de tout ce qui est DPE, toutes ces classes énergétiques, et que ça devenait compliqué, toujours que de l'ancien. Le neuf, à un moment, on n'arrive pas à basculer du neuf pour le mettre à la location, pour rentabiliser les. Si on revient, dans le cadre de la fiscalité, Balance revient, ce qui devrait arriver en Pinel pour 2024. Effectivement, je pense que ça va aider. C'est une certaine clientèle, mais à réinvestir dans du neuf et à pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal. Si elle a du financement. Voilà, on est bien d'accord. Ouais. Et surtout, si les prix sont pas, comme disait Laurent, si à un moment donné, tu gagnes dans la fiscalité parce que tu as des abattements, mais tu surpayes le prix d'achat, à un moment donné, ça va s'inverser et ça viendra se neutraliser. Mais c'est quand même un plus de savoir que Balance peut revenir dans du Pinel et que les copropriétés, Valence, c'est certaines, pour les Valences. seront exigibles au niveau de. Ça Pinel. note une chose, c'est que si Valence et Bourg-les-Valences reviennent dans le Pinel, c'est que on considère que c'est une zone tendue déjà. Donc ça veut dire que on a été entendu. Après, le Pinel, il y a une enveloppe maximum et avec des rendements relativement faibles. Aujourd'hui, si on achète cher, la rentabilité de l'opération, même s'il y a un gain fiscal, elle est un petit peu amoindrie. Ouais. L'argent, aujourd'hui, tu le passes à 4,5 ou 5%. Ouais. Donc ça fait aussi réfléchir les gens qui ont un petit peu d'argent ou un petit peu de fonds. Ils disent finalement, entre les frais de taxe foncière, les frais de copro, un peu cher, le locataire qui va s'en aller, ok, j'ai un petit gain fiscal, mais il y a un peu plus de... On s'est parce que c'était très intéressant, on s'est jeté et beaucoup d'investisseurs ont fait beaucoup d'opérations de défiscalisation depuis. Les Ménuries, Périsol, et Célier et autres, pendant pas mal d'années. Là, il y a un peu plus de réflexion sur... Sauf celui qui fait appel à la dette. Sur le Pinel, ça... Mais... Après, tu as un équilibre à trouver. Ouais. Et effectivement, entre les loyers, rappelons qu'en Pinel,
ils sont entre encadrés. guillemets bloqués, encadrés. Ouais. Hein. Donc effectivement, tu surpayes entre guillemets le prix du foncier qu'a acheté le promoteur, et du coup tu te retrouves sur un plafond de loyer. Donc à un moment donné, il faut trouver un équilibre. Sur des prêts à 1%, c'était peut-être plus facile. Sur des prêts à 4-5%, ça va être un peu plus compliqué, quoi. Tu disais c'est encadré en volume, c'est quoi sur Non, mais tu as droit à une enveloppe de 300 000. C'est-à-dire que D'accord. c'est pas. Oui, c'est Et pour peu que tu utilises déjà cette enveloppe dans le cadre d'un emploi chez toi, de ta femme de ménage, un ordinier, garde d'enfants et autres, ça vient. T'arrives en plafond. T'arrives au plafond de ton gain fiscal. Ok. Déjà, donc la valeur du bien est encadrée, et en plus ton gain fiscal est aussi encadré. Donc parce que ils ont créé une enveloppe annuelle de gain fiscal que tu ne peux pas dépasser en fonction de. Donc moi je pense que ça concerne le Pinel des gens qui n'ont pas que ce montant-là à consacrer, c'est-à-dire qu'on dit finalement j'ai un peu de gain fiscal, je suis pas à 300 000 euros près, c'est-à-dire que j'ai autre chose, et je fais un peu de patrimoine parce que de toute façon, si c'est bien placé dans Valence ou dans Bourg-les-Valence, ça perdra pas. Et au moins, j'ai pas besoin de cet argent-là. Voilà. Mais on a eu une époque, il y a 20 ans, il y a 30 ans, des revenus moyens qui faisaient de l'investissement locatif parce que c'était, il n'y avait pas de risque, le coût, le rapport, ce qu'expliquait Philippe, le rapport coût, rentabilité, investissement était super intéressant. Aujourd'hui, on l'a perdu. On l'a perdu, voilà. On l'a perdu, et c'est vrai que ça représente quand même dans le cadre des investisseurs. Je suis pas dans la moyenne de tes programmes qui sont derrière, mais c'est pas la moitié. Hein. En principe, on était à 30-40%. Donc il faut trouver quand même les 60-70 autres % qui vont acheter pour se loger en habitation principale. Hein. Et justement, on parlait de rentabilité investisseurs. Vous sentez ces investisseurs qui sont sur du locatif logement, qui ont envie de basculer sur du locatif immobilier d'entreprise, que vous avez parfois en gestion en portefeuille? C'est une minorité. C'est une minorité. On en a, hein, mais c'est des gens, comme disait Laurent, qui ont déjà placé, enfin déjà qui ont un pouvoir d'achat qui est important, qui ont déjà investi dans l'immobilier au niveau de l'habitation et qui, à un moment donné, se diversifient en reprenant de l'immobilier d'entreprise. C'est plus la diversification. Il n'y a pas de retournement de portefeuille en disant à un moment... C'est pas les mêmes investissements. C'est pas les mêmes publics. Non, la prise de risque, elle est plus importante. Rentabilité importante, mais prise de risque les plus rendements sont importante. meilleurs, mais les montants sont plus lourds. Les montants sont plus lourds. Et puis, je dirais aujourd'hui, il y a une telle pénurie de logements, si ton locataire s'en va, tu retrouves. Si ton locataire, c'est une entreprise sur un plateau de 200 mètres carrés et que le secteur est un peu... C'est ça, et qu'elle est sur un secteur où ça a bougé. Il faut qu'il y ait la ressource. Oui, par mois, ça bouge un peu plus. Hein. Et puis, nous, je sais pas, sur du logement en habitation, le temps pour relouer une maison, mais nous, dans notre métier, tout confondu, c'est 18 mois. Hein. Entre deux locataires. Entre deux locataires. Là, en ce moment, nous, c'est 0 mois. Ouais. Si tu t'y prends tôt, après, ça dépend du type de logement. Mais un logement... Mais sur un logement traditionnel, maxi, un mois, c'est réserve tout ça au prix, on est bien d'accord. Le locataire te donne un préavis de 3 mois, tu as presque déjà 3 mois pour trouver. Ouais. Donc, si tu as un peu anticipé, ça fait Aujourd'hui, ça tourne assez vite. Ça tourne vite, Et c'est quoi le retour en investissement? Taux de capitalisation? Ça dépend combien tu payes ton logement. C'est ça. Non, mais en moyenne, si vous rentrez quelque chose... 80 ans, 90 ans à peu près. T'as la réponse? Non, mais c'est difficile si tu comptes que le prix de l'immobilier a fait plus 50% en 10 ans, ton retour sur investissement il est très rapide. Si tu comptes que les prix se maintiennent, il faut une quinzaine d'années, quoi. Ouais. Entre 15 et 20 ans. Ça dépend aussi de ton apport personnel, s'il était placé à 5% ou s'il n'était pas placé. Sûr. Donc, mais aujourd'hui, un investissement locatif sur du neuf, le retour sur investissement, c'est du entre 15 et 20 ans. Et 20 ans. Et c'est souvent quand tu vends que tu revois si effectivement, j'allais dire, on est plus près de 15 ou de 20 ou de 12. Tu as parlé tout à l'heure des 28%, j'allais dire, d'augmentation. Oui, effectivement, on a bien senti que sur notre marché valentinois, les prix avaient doublé en très peu de temps. Donc, effectivement, tant que tu gardes, tu prends pas. À partir du moment où tu revends, c'est là où tu vois la calcul sur ton investissement. Ouais. Ok. Si tu parles d'investisseurs, nous, on a observé un phénomène qui est mesurable, puisqu'on tient les ratios et on les compte, hein. C'est que au cours de ces dernières années, on avait à peu près 20-25% de nos acquéreurs, c'était des investisseurs qui achetaient dans l'ancien.
Et là, sur ces derniers mois où on a perdu presque 40-50% des acquéreurs, on a toujours une proportion d'investisseurs qui est super importante. Ok. C'est-à-dire que l'investisseur, lui, il est... Alors, est-ce qu'il est finançable plus facilement? Je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un qui est habitué à l'achat. Mais ouais, Je pense que mentalement, quand tu as été investisseur, Bien sûr. tu te dis, bah, ouais, le marché, il est peut-être baissier en ce moment, ou aussi selon les prix d'or, mais finalement, sur les 30 dernières années, j'ai jamais fait de mauvaise opération. C'est ça. Donc, j'en fais encore une, quoi. Ouais, mais pour aller dans le sens de ce que dit Manu, on a quand même, alors, après, nous, on fait beaucoup plus de gestion, donc on fait moins de transactions comme Manu, mais... T'as des investisseurs, du coup, quand même. Mais par contre, on a des investisseurs, et ce qu'on aime bien faire, c'est effectivement vendre des lots qu'on a en gestion, où on a fait souvent du neuf, où les gens ont gardé 10, 12, 15 ans, et à un moment donné se disent, on va revendre pour racheter autre chose. Et on a toute une autre série d'investisseurs qui arrivent, qu'on a déjà en portefeuille, et qui viennent et qui payent cash, quoi. Hein. Il n'y a pas de prêt, on sent qu'il y a de l'argent qui revente. C'est ça, qui ressort et qui revend, et effectivement, ça apporte. Mais ça reste une minorité. Effectivement, c'est pas... Mais la fiscalité à la revente d'un bien locatif sur lequel tu as une plus-value, parce que... Bien sûr. Qui a été construit, que tu as acheté il y a 15 ans, que tu revends aujourd'hui, elle fait réfléchir, elle est pénalisante. Alors, il y a des investisseurs qui se disent, est-ce que je revends et je paye plein pot la plus-value parce que le bien, il a pris 100 000 balles, ou est-ce que je continue à louer parce que ça se loue bien, j'augmente mes loyers puis finalement, chaque année, j'amortis un peu la plus-value et je revendrai dans 3, 4, 5 ans. Ouais, mais le problème, donc, ça veut dire que ça ne libère pas de logement. Non. Et on revient à ce que disait Manu tout à l'heure, c'est que finalement, au lieu de libérer mon logement locatif, je le libère pas. Et si je vends pas mon T2, personne ne me l'achète. Et la personne qui devait acheter le T2, qui devait libérer un T2. Et la chaîne, elle est finalement, elle est bloquée. Il y a moins de mouvement. Et il y a un petit changement aussi dans la façon d'acheter, c'est que dans l'immobilier entreprise, généralement, les gens créent des structures soumises à l'IS. Aujourd'hui, ça revient à la mode. Oui, mais pour l'investissement dans le résidentiel, dans l'habitation résidentielle, ce qui se faisait pas. Ils le font dans le... Ah oui, il y a des tas de gens qui montent. Enfin, nous, on a eu plusieurs investisseurs, ça se voyait pas ça avant. Ils créent une SCI, ils achètent un immeuble, et ils mettent dans des SCI soumises à l'IS. On a parlé d'investisseurs, ce qui a quand même le plus disparu pour l'instant, c'est les primo-accédants. Hein. Parce que quand on parle effectivement, alors la maison individuelle, j'en parle pas, je suis pas le spécialiste, mais quand on voit que les apports sont plus importants, quand on voit qu'effectivement sur le taux, on parlait tout à l'heure 300 qui est devenu 250 à l'achat, que le prix des maisons a augmenté, c'est sûr que le gars qui quitte une location et qui veut faire un premier investissement derrière, avec les banques qui ont fermé les robinets, ça devient plus compliqué. Le chemin, il est loin pour se rejoindre. En fait, si tu veux, on a eu une période où tu étais locataire, tu étais jeune et dynamique, tu te lançais dans la vie, tu commençais par t'acheter un appartement et que tu gardais 7-8 ans, et ensuite tu vendais ton appartement et tu achetais une maison. Et là, on s'est quand même habitué depuis quelques années à acheter la maison tout de suite. Donc ça, c'est depuis quand? Ces 3-4 dernières années, on a eu des tas de jeunes couples, la trentaine. Qui avaient accès. C'est récent, quand même. Oui, qui est récent, mais on s'est un peu habitué à ça, quand même. Il y a aussi c'est aussi dû à cette volonté de ce que j'appelle d'acquisition rapide. C'est-à-dire que je veux tout de suite la maison avec la piscine, la super cuisine. Donc, et si j'ai pas ça, il n'y a pas de salut. J'achète pas. Sauf qu'avant, il peut y avoir la bicoque que tu retapes, l'appartement de 3 pièces que tu revends. Mais on a passé cette étape-là. Il me faut tout de suite le gros truc. Le gros truc. Le petit appartement, le T2. Je crois qu'on y revient, ça. Par la force des choses. Par la force des choses, tu vas être obligé par les prix. Si tu peux pas accéder tout de suite à la maison individuelle, tu vas passer par l'achat de ton appartement, et puis tu vas garder ça 7, 8, 9 ans. Et comme on fait nos parents, moi, mon premier achat, c'est un petit appartement que j'ai acheté, puis c'est comme ça que je suis parti. J'ai pas pu acheter une maison tout de suite. Après, on a été très mal habitué avec des taux à moins de 1%. On en parlait tout à l'heure, 0,75. Le coût du crédit, on se retrouvait à acheter. Pour moi, on partait plus on avait 250, on pouvait se payer un truc à 300. Pour moi, c'est pas dans l'autre sens. Maintenant, il faut qu'on s'habitue à ça. Alors, la stabilisation des taux va aider. Nous, dans l'immobilier d'entreprise, ça fait un moment déjà, c'est comme ça. J'ai tel budget. Qu'est-ce que j'ai en surface? Je m'adapte pas. Alors, on n'est pas soumis à avoir des logements, dans un logement où vous avez forcément une cuisine et un nombre de chambres. Nous, on adapte, il n'y a pas forcément, on peut faire les travaux. Effectivement, si on a besoin de 2 chambres, c'est compliqué de dire je prends qu'une chambre. Mais il va falloir un salon, ça ne fait pas forcément 80 mètres carrés. Compliqué, ça ne veut pas dire impossible. Je pense qu'il va y avoir, par la force des choses, des changements de
il faut une chambre par enfant, mais peut-être qu'il y a des familles qui vont dire, bah ouais, j'ai 3 enfants, Bien sûr, j'ai on va que 2 se chambres serrer. d'enfants. Ouais. On va se serrer, Mmh. parce que finalement, c'est le seul moyen d'accéder à la propriété, qui est pour le coup, bien évidemment, une bonne chose pour la création de ton patrimoine à avoir, à vendre, à transmettre, et puis aussi préparer les vieux jours où tu n'auras plus de loyer à payer, quoi. Donc, Ouais. On est quand même dans un bouleversement par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Laurent. C'est qu'effectivement, à un moment donné, les gens voulaient tous se mettre chez eux. On sent quand même qu'on a un retournement qui se fait, j'allais dire, le Covid est passé par là, hein, les prix aussi, les augmentations du taux. Mais pour tous ces gens qui, à un moment donné, voulaient se mettre chez eux, il y en a beaucoup maintenant qui sont contents de rester en location et qui cherchent pas spécialement à acheter. Et surtout quand on va leur dire qu'effectivement, je sais pas, on parlait tout à l'heure de 20 ou 30 ou 40%, qui sont surtout pas prêts à investir 30 à 40% de plus de loyer pour être chez eux, en quoi. crédit, ouais. Ou de passer leur épargne, Voilà. parce que de dire sur le logement. sur le logement, de rajouter une taxe foncière, un coût d'entretien avec la rénovation énergétique. Effectivement, d'être propriétaire, Mais ça coûte un peu d'argent. Le marché et le fait que ça exclut un certain nombre de locataires de la propriété convainc ces locataires que c'est une bonne chose de rester locataire. Mmh. C'est-à-dire que par la force des choses, quand tu n'as plus les moyens d'acheter, tu dis finalement c'est bien d'être locataire. Alors il y a aussi des gens qui veulent rester locataires pour de la liberté, etc. Mais finalement ils disent 1 000 € de loyer par mois pour habiter au même endroit, c'est 2 000 € de crédit pendant 25 ans. C'est beaucoup d'efforts. Puis la taxe foncière, c'est moi qui vais la payer. La chaudière, c'est moi qui vais Les la travaux, changer. les charges. Les travaux, finalement, on va attendre un peu. Mais lorsque le marché se sera rétabli, ils vont stabiliser, ils vont avoir envie d'être propriétaires. Bien sûr. C'est évident. Mais pour l'instant, on se convainc soi-même d'un truc qu'on peut pas se payer en réalité. Et non, mais merci, je vais pas prendre de tarte aux fraises parce que j'aime pas ça. Mais arrêtez, c'est parce que ça fait grossir. Pour ça. Mais après, c'est ce que Manu, on a travaillé ensemble. Je me rappelle, tu disais, tu avais acheté des choses il y a 15-20 ans et tu les revendais. Donc il y a 10 ans, donc des choses que tu avais achetées à 25 ans. Donc tu disais à l'époque, personne n'en voulait parce que c'était cher et tout. Et tu disais, si j'avais su, j'aurais dû en acheter 2 parce que en revendant 15 ans après, tu me disais, on n'a jamais perdu d'argent. Donc on se convainc aussi de ça. Ouais, ce que je me dis avec le foncier, il y a 20 ans, j'aurais dû en acheter plus. Mais... Ou sinon, tu crées un business, tu vends plus tes promotions, tu les loues. Donc, faut être solide il faut financièrement pour construire un immeuble. Il faut équilibrer. Voilà, ici peut-être c'est à côté. Voilà, non, il faut être. Allez, on va passer à une autre rubrique. Merci de vous être prêté au jeu de l'actualité. Et maintenant, on va voir si vous êtes inspiré sur le prix La main dans la tasse. Jingle. Alors, il y a une petite tasse au milieu. Je vais vous demander de piocher au hasard un mot dans la tasse. Et puis, vous me direz ce que ça vous évoque. Allez-y, il y en a assez pour tout le monde. Tirage au sort de la Ligue des Champions. Ouais. Qui c'est qui veut commencer? Investissement, voilà. Investissement. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Qu'est-ce que ça t'évoque? Ben, ça évoque le fait d'investir, j'allais dire, alors forcément nous dans l'immobilier, pour pouvoir préparer l'avenir et de se dire qu'à un moment donné, on a tous parlé tout à l'heure d'argent, mais en fonction des années et des cycles, l'immobilier reste quand même le seul moyen de pouvoir investir grâce aux banques, hein, d'avoir un retour sur investissement avec les loyers. Et du coup, tu parlais tout à l'heure de Manu, mais de pouvoir acheter, de se faire financer et de s'aider à créer un patrimoine, quel qu'il soit, en fonction des revenus de chacun, mais qui permet d'avoir investi dans la pierre. Et je crois que c'est le seul objectif qui peut permettre de réaliser une acquisition grâce aux banques. Alors que si demain tu veux jouer en bourse, on va te demander d'apporter des liquidités. Et là, grâce à l'accès au prêt, on peut se permettre d'investir et de prévoir un avenir, alors soit une retraite complémentaire. Beaucoup de gens investissent dans la pierre pour se dire, si j'ai une retraite qui est petite, ben, j'aurai un complément de loyer sur un appartement que j'aurais payé, Laurent le disait tout à l'heure, sur 10, 15, 20 ans. Je crois plus maintenant qu'on est sur 15, 20 ans que sur le reste. Mais les gens se lancent là-dessus pour se dire, j'aurai plus tard effectivement un revenu complémentaire. Je crois que c'est dans ce sens-là que je le vois. Je sais que tu es un investisseur à titre personnel, mais la question que j'ai envie de vous poser à tous les trois, aujourd'hui, compte tenu du contexte, vous investissez plutôt dans un nouveau bien,
mettre à location, ou plutôt dans vos boîtes qui aussi demandent un peu de cash, un peu de cash flow? Ah, c'est pas du tout le même principe. Je crois qu'on peut faire les deux. Alors au départ, si on parle de nos boutiques, là, avec la période dans laquelle on va arriver, c'est d'investir dans nos boutiques, effectivement. Le tout, c'est de pérenniser, j'allais dire, l'opération. Nous, on a investi dans un logiciel informatique avec mes enfants pour pouvoir justement se structurer et faire un gain de temps et un gain de productivité par rapport à ça. C'est quelque chose qui nous a coûté relativement cher, mais qui permet, entre guillemets, de faire avancer une fois qu'on a rentré notre logistique et de gagner du temps à court terme. Donc effectivement, je pense que c'est déjà dans nos boutiques, oui. Dans nos boutiques. Manu, tu investis dans quoi? Alors, moi, je crois que aujourd'hui, il faut rester enthousiaste et il faut continuer à investir dans sa boutique si on y croit, parce que c'est important. Et même si la période est un peu compliquée, effectivement, moi aujourd'hui, j'aurais plutôt on va dire, envie d'investir dans ma boutique que dans l'immobilier, parce que je veux que ça perdure. En plus, tout le monde fasse ça, parce qu'il faut qu'il y en ait qui investissent encore. On est une entreprise un peu familiale, deux agences, une avec Sandrine, mon épouse, et l'autre avec Anthony et Margot, ma fille. Bon, moi, je veux que ça continue. Donc, effectivement, aujourd'hui, si je devais prioriser dans l'investissement, je mettrais plutôt de l'investissement dans mes boîtes. Toi, tu investis beaucoup dans la boutique? Les deux, mais mon capitaine, on est obligé de réinvestir un petit peu dans nos boutiques. D'abord parce que il y a des périodes un petit peu troublées, donc il faut se remettre au boulot. C'est un métier qui demande encore plus fort. On a un métier qui demande beaucoup de capitaux. Après, je pense que l'investissement immobilier, qu'il soit résidentiel ou bureau tertiaire, reste une bonne chose. Dans notre région, je parle de ce que je connais, mais on est un axe de passage, c'est demandé, c'est touristique, et à la fois ça commence à devenir très industriel, tertiaire. Donc ça veut dire que on a Valence et ses environs de beaux jours sur le plan de l'immobilier. Je suis pas inquiet, donc il faut qu'il y ait une forme il y a une petite surchauffe. On revient à des standards qu'on n'avait pas connus depuis longtemps, donc et c'est très compliqué parce qu'il y a une crise du pouvoir d'achat, il y a plein de choses. Mais l'immobilier reste une bonne chose. Après, sur les boutiques, aujourd'hui, c'est l'agilité qui fait que on s'en sortira. C'est que donc ça veut dire qu'il faut parfois désinvestir sur une boutique, réinvestir sur une autre, changer de réflexion avec des produits, des services, des marchés qu'on ne proposait pas ou qu'on ne proposait plus et qu'on va falloir développer. Manu l'a dit, il faut rester enthousiaste. Le développement, l'énergie. C'est ce qui fait la différence avec un marché qui, en tout cas, de transactions et de construction qui se réduit. Donc, il y aura, là, je vois, il y a une dizaine de gâteaux sur la table. J'ai vu que tu louchais dessus. Non, mais manger après mais peut-être ils vont avoir chaud les gâteaux, parce qu'à la fin de l'émission, oui. Mais peut-être que de 10 on va passer à 8 gâteaux et que le marché l'année prochaine il sera qu'à 7. Il va bien falloir des gens pour les manger et des gens pour les fabriquer. Voilà. Et moi en tout cas je compte bien être parmi si on en mange 7 gâteaux, que deux chacun, c'est pas grave. Voilà, c'est ça. La seule chose pour compléter Laurent, là où on a quand même l'avantage d'être sur un marché porteur, moi, c'est ce que j'ai toujours cru dans l'immobilier, c'est que les gens auront toujours besoin de se loger. Donc, quel que soit le prix, quelle que soit la période, quelle que soit la tendance, moi, quand je me suis lancé dans l'immobilier en me disant, je vais faire de la gestion à l'époque, on se connaissait déjà avec Manu, tout le monde était parti sur la transaction, parce que c'était une vision à court terme qui permettait de gagner beaucoup plus vite. C'est un peu les métiers de gratte-papier. C'est ça, beaucoup plus vite. Mais quand je vois là... 25 ou 30 ans après, j'allais dire, je regrette pas d'avoir choisi ce métier-là. Le fait en plus de pouvoir travailler avec mes enfants fait qu'à un moment donné, eux se sont investis. Donc quand on parlait d'investissement, effectivement, il y a le côté financier, mais moi je vais parler valeur ajoutée entre guillemets de l'humain. Je crois beaucoup à l'humain dans nos boutiques, même si on s'est équipé de logiciels. C'est que oui, on va transmettre, enfin je veux dire, une entreprise qui va fonctionner sur un secteur avec des hauts et des bas, mais où on aura toujours besoin de se loger. Et effectivement, on aura toujours un acteur chez nous prêt à pouvoir investir, à aider les gens dans cette fonction-là, quoi. Donc, je suis pas inquiet pour l'avenir. Faut voir un peu plus long terme. Et puis, il y a du potentiel parce qu'il y a que 55-60% des Français qui sont propriétaires.
Et aujourd'hui, tu as 90% des Français, leur rêve, c'est de devenir propriétaire. Donc, toi, il y a encore du... Et tu as de moins en moins de logements décents. Oui. C'est-à-dire qu'il y en a un paquet. Qui vont dégager. Il y a 20 ans, les logements des années 60, c'était des logements qu'on détruisait. Hmm. Aujourd'hui, on commence à détruire les logements des années 80, on commence à Ouais. les rénover, mais parfois, c'est plus facile de mettre un coup de bulle que de mettre 200 000 euros de travaux Nous, on le sur voit une maison sur- des années 80. Sur l'immobilier d'entreprise, sur Bah les oui, sur bonnes les- zones, sur les bâtiments, sur tu les dois le voir, horaires, on ça. commence à raser, parce que de toute façon, il n'y a plus de foncier. Et les zones, on ne veut pas tout bétonner. Bon, vous avez été bavard sur un mot qui était, pourtant, qui était pas dur. Manu, est-ce que tu veux mes lunettes pour Alors, lire non, ce c'est mot bon, pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat. Ouais, donc, c'est bien un sujet d'actualité. Ouais. Donc, qui traite de tout ce qu'on vient de se dire. Hein. Le pouvoir d'achat, ça va être T'as combien de personnes sur les deux boutiques? sur les deux boutiques, une petite dizaine. Une petite dizaine. Ouais. Le pouvoir d'achat, on t'en parle? Les clients ou les gens de boutique? Non, de tes salariés. C'est parce que dans l'immobilier, on a des fonctionnements un petit peu différents avec parfois des agents co qui Ils travaillent en qui sont famille, ils indépendants. n'osent pas lui demander, ils ont peur. Ouais, C'est voilà. un peu à Saint-Saul, c'est un peu du sud. Donc, On avait jusqu'à présent beaucoup d'agents co. Mhm. Et donc, on est en train d'inverser la tendance. Et aujourd'hui, on est plutôt sur un modèle de salariés. D'accord. Donc, il y a 50% des T'amènes effectifs. tu sécurises tes. Ben, je sécurise. Et humains. je pense que ça va être plus facile à recruter dans les mois qui viennent quand tu prends des gens avec un statut de salarié dans Mhm. l'immobilier que le statut d'agent commercial qui risque... Qui est super quand tu travailles et que tu es dans une agence qui exploite bien toutes les Mhm. méthodes, etc. Mais pour les Mais il faut déjà être en place. il faut être en place. Mais même, on a des salariés dans nos structures et qui nous demandent de passer à Genco. Ah oui. Ah ouais. en ce moment, Ouais, en ce moment, ouais. Oh Donc, Ils sont prêts à prendre le risque. ouais. Ben oui. Ce sont ceux qui sont bons. Ouais. Qui disent ça. Non, c'est vrai, en plus, hein, on en a ou ceux qui quelques-uns. veulent, dont les revenus, ils estiment ils vont gagner plus. Quoi. Ils estiment qu'ils vont gagner plus. C'est ouais. Ou peut-être besoin de liberté aussi. Non, c'est pas tellement. Ouais, je pense non, que non, c'est l'appât du je pense gain que là, qui c'est fait la Le que- seule- salarié aujourd'hui, il est assez libre. Hein, tu sais, Oui, tu oui. reçois sa lettre, 15 jours après, 3 semaines après, un mois après, il est parti. Et s'il est bon, il va retrouver rapidement. Il va hein. rebondir. Il va rebondir. Ouais. Mais bon, on parle pouvoir d'achat, d'être indépendant, le pouvoir d'achat. Mais, donc, nous, on a quelqu'un à l'agence qui nous pose la question, mais j'ai d'autres confrères chez Century qui ont des négociateurs en immobilier qui sont salariés, et malgré le climat un peu tendu qu'on vit en ce moment, ils demandent un passage en co. Et c'est pas pour une question de... Parce qu'ils ont déjà une relative liberté, les négociateurs en immobilier, hein, ils sont ERP, ils bossent comme ils veulent à peu près. Et il y a quand même des gens qui ont tu vois, un peu des aventuriers, mais pourquoi pas, ils y croient, ils sont enthousiastes et ils demandent à passer sur un poste d'indépendant. Troisième mot. Sex toys. Ça va être la table ronde de la semaine dernière. Je sais pas pourquoi. C'est l'autre émission qui C'est l'autre émission, après. c'est l'émission qui vient après, d'accord, mais je reviendrai après. En consommation énergétique. T'en as parlé un petit peu. Ouais, bah, On n'a pas consommation- beaucoup parlé. Non, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on en parle tous les jours Ouais. à la radio, à la télé, dans les posts, etc., sur Internet. Bah, c'est l'énergie au cœur et la consommation énergétique. Il y a la COP28 en ce moment, ouais. et c'est au centre de toutes les discussions. Voilà. T'as été Après- impacté sur l'augmentation du coût énergétique On est tous dans, impactés. dans tous, ta ouais. société. Non, mais dans la société. Dans la société, dans ta oui, gestion. mais à moindre mesure. Moi, j'ai été impacté au restaurant, puisque c'est très Mm. consommateur de gaz et d'électricité pour la cuisson, pour Mm. le rafraîchissement, pour le chauffage. Oui, là, on a été impacté. Les factures ont doublé. Mm. Et parce qu'on a bien négocié nos contrats énergétiques, mais ça a quand même doublé. Et par contre, sur nos activités de bureau, de service, bah, les ordinateurs, l'éclairage, c'est pas grand-chose. Par contre, c'est un impact fort sur les produits industriels, sur les matériaux et les matières qu'on achète. Là, il y a eu un fort impact. Là, il y a eu une volonté des industriels d'augmenter leur prix. Il y a eu des matériaux qui ont fortement augmenté, mais il y a aussi la production du matériel, du matos qui a consommé un peu plus d'énergie. Donc, ça a un impact sur
sur la construction, bien évidemment. Ouais. Et sur ta partie promotion, la conception de tes bâtiments, Bah, aujourd'hui, est-ce qu'on te le demande déjà? Non, mais on est dans l'épaisseur du trait aujourd'hui. La RE 2020, c'est l'obligation de construire tous les logements en étiquette énergétique A. Donc, lorsque j'ai fait les premières constructions basse consommation BBC il y a 10 ans, on disait c'est la norme de demain. Oui, c'est la norme d'aujourd'hui. Sauf que on est sur des consommations énergétiques qui sont ridicules. Le contrat d'entretien de ta chaudière ou de ta pompe à chaleur est supérieur à ta consommation énergétique de chauffage à l'année. Donc, et d'ailleurs, ça m'amène c'est plus. Donc, t'es dans l'épaisseur du trait. Aujourd'hui, on peut pas aller au-delà. Parler de bâtiments à énergie passive ou positive dans les prochaines années, c'est tuer la filière. Aujourd'hui, on a de telles contraintes de construction. Il y a une RE 2020 qui est tellement contraignante que on a fait tout le chemin. Ce qui reste à faire, on a fait le job. Ah mais là, c'est comme si 100% des véhicules aujourd'hui que tu vendais du neuf étaient électriques. Ouais, sans juger de la pertinence de la politique d'électrification, etc. Je dis juste voilà. Donc c'est un truc de dingue. Donc ça a engendré un coût, les différentes réglementations. Donc on est au top. Ce qu'il faut changer, c'est le comportement. La consommation énergétique, c'est le comportement que tu fais, que tu as et que tu promeus autour de toi. Si tu prends ta voiture pour aller acheter ton pain à 500 mètres, ben, c'est cette consommation énergétique. Si tu profites des prix pas chers pour t'acheter un billet d'avion avec EasyJet ou une autre compagnie, parce que c'est facile, etc., ben, l'économie d'énergie que tu fais sur ton logement, en un aller-retour pour 2 jours à Lisbonne, à Athènes, où tu l'as bouffé. Donc, pour moi, la consommation énergétique aujourd'hui, elle est plus liée au comportement des gens. Et non pas à l'usage. C'est l'usage qui fait la différence. Aujourd'hui, on dit ouais, attention, l'énergie, etc. Ça dégueule de monde sur les autoroutes. Vos clients, ils sont prêts à ça? Non. Parce que toi, tu es prêt, tu fais des logements, tu parlais des DPE avec les difficultés, ok, mais ceux qui... Combien t'as de télé dans une maison? Combien tous les appareils électroménagers, les gens sont pas prêts à ça. Peut-être en mettre moins de télé si on a moins de pièces. Ouais, mais on va passer. Ouais, mais c'est une question de mode de vie. De mode de vie. Aujourd'hui, tu as une maison super économe en énergie, mais tu vas avoir plein d'éclairage, un jacuzzi, et ça consomme C'est pas une critique, hein, c'est un constat. C'est que pour moi, la consommation énergétique, elle ne peut baisser que si tu changes de comportement. Oui, limite, on met des panneaux photovoltaïques pour se dire, comme ça, je les laisse éclairer tout le temps alors que j'avais pas besoin. J'ai bonne conscience. C'est gratos. C'est gratos. C'est de l'énergie gratuite. Rien n'est gratuit. Ouais, non. Enfin, pour la planète. L'énergie la moins chère, c'est celle qu'on consomme pas. Exactement. Bon, je vois que vous avez été pas mal inspiré avec mes mots. J'en avais mis, il y en avait pas mal, mais on va passer à une autre séquence. Et maintenant, je voudrais découvrir vos projets du moment. Jingle. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos projets du moment de l'année? Quels sont vos actus? Philippe, je te regarde. De l'année elle est presque finie, hein, donc ouais, je veux dire vacances dans les îles, non? De l'année à venir. Non, moi c'est écolo. le projet que je vais avoir moi, ça va être de transmettre à mes enfants. En fait, je suis en fin de carrière, hein, je pense que je suis le plus vieux ici, et que de cette transition, de les avoir mis avec moi depuis quelques années, à un moment donné, il va falloir transmettre et passer la main. Donc effectivement, dans les années à venir et à court terme, ça va être de transmettre l'entreprise, quoi. Donc effectivement, tout en gardant. Ça se prépare. Oui, bien sûr que ça se prépare. J'ai déjà commencé, mais c'est d'arriver à la fin et de trouver une porte de sortie qui convienne à tout le monde et qui permette de pas déstabiliser l'entreprise par rapport à ça. Donc j'avais Christophe Genin et Pierre-André Métifio qui sont deux entreprises qui sont, même eux, on leur avait transmis, ils ont transmis, ils sont en train de transmettre. C'était des belles réussites et ce qu'ils me disaient, c'est plus facile ça a été assez facile de transmettre. À la rigueur, c'est plus compliqué de travailler en famille. T'as fait le plus dur. Tu vas arriver à transmettre. Alors, je suis pas inquiet. Le tout, c'est d'arriver à trouver le bon moment et puis de trouver la bonne répartition pour que ça puisse continuer à fonctionner comme ça l'a fait jusqu'à présent. Mais ils sont au courant ou pas? Parce que bien sûr. Sinon, j'en parlerai pas. Coupé. Manu. Écoute, moi j'ai l'âge de Philippe, donc je pense aussi à transmettre à un moment ou à un autre, mais là pour les années l'année prochaine, c'est
J'ai comme projet de conforter l'activité de gestion immobilière. T'as pas quelle année? T'as pas les années d'expérience de Philippe? Non, nous on a créé la gestion immobilière après le Covid. Ouais. Donc là, il faut qu'on conforte. On a recruté une personne supplémentaire. Donc le service passe à 2 personnes. Et puis pourquoi pas sur 2024 une 3e personne. Et puis sur Valence, on a déplacé l'agence. On était rue des Alpes. On est aujourd'hui avenue Gambetta. T'es revenu un peu là où là où on a démarré ensemble. Mmh. Et là, donc, on a comme projet aussi de dynamiser un peu cet emplacement-là. On a fait des jolis locaux et on va recruter pour continuer. Des salariés. Ouais. Agents co-salariés. Ouais. Ok. Alors moi je suis beaucoup T'en plus as jeune beaucoup que Manu et Philippe. On sait Je qu'en veux pas 67, t'étais je pas né. vais pas transmettre et je pense que je leur transmettrai pas. Tu travailles en famille? Non, je travaille pas en famille. J'ai bossé un petit peu avec mon papa il y a quelques années, mais il y a 20 ans de ça. Les projets, c'est de travailler la résilience et un petit peu de rigueur ces prochains mois et peut-être ces 2 prochaines années pour passer cette crise, parce que c'est vraiment une crise compliquée, et de réduire la voilure en termes d'activité, peut-être de structure, d'être un peu plus sobre. On parlait des consommations énergétiques, un peu plus de sobriété. Et avec le ça te consomme un peu moins ton énergie. Voilà, exactement. Et puis on a l'idée aussi de développer 1 ou 2 activités supplémentaires et complémentaires de nos activités actuelles. Voilà, et au resto, on sort la nouvelle carte des vins en janvier avec 1200 références. Donc c'est ça mon projet dans 3 semaines. Voilà. C'est toi qui t'en occupes? Avec le sommelier, ouais. Donc c'est un truc que j'aime bien et c'est vraiment une bouffée d'oxygène de s'occuper de ça. Rencontre avec les viticulteurs, avec les maisons de vin, élaboration de la carte. Donc en 3 ans, c'est la 4e carte qu'on fait. Oui. Moi j'aime ça, donc voilà, c'est pour le coup, ça c'est un chouette projet. Voilà. Okay. Ça t'occupe un peu de temps? Ça m'occupe un peu de temps, mais quand on plaisir, aime, on compte pas. Ouais. Il y a du plaisir. Beaucoup de plaisir. Ouais, il faut des choses comme ça pour sortir un peu de son... Ouais, Je sais exactement. pas si on peut parler quotidien, mais quand on est entrepreneur, je sais pas si ça existe le quotidien. Ouais. C'est tous les jours. Ouais. Mais tu parlais aussi de résilience. Moi, je le dis souvent, je l'observe en tout cas chez beaucoup d'entrepreneurs. Le Covid a eu cet effet-là de créer de la résilience sur les entrepreneurs. Avant, une année d'élection, dans mon métier, on attendait. Hein, Manu, tu te rappelles, 2017 est déjà plus là, mais ça a été une année compliquée pour nous parce que on va pas parler politique, mais on a été dans un flou jusqu'à l'élection d'Emmanuel Macron. Et là, nous, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui se sont dit, je vais attendre parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer demain. Là, aujourd'hui, on passe les crises, comme tu dis. Et là, peut-être qu'on est vraiment dans une crise, mais les entrepreneurs ont très peu parlé de crise. Il y avait le Covid, mais je trouve que ça a créé une certaine résilience des entrepreneurs. Ils avaient du boulot et ils ont avancé. Le coût de l'énergie, on se dit, la guerre en Ukraine, le coût de l'énergie, on s'est dit, ça va en mettre par terre. Ça n'a pas mis tant par terre que ça. Alors même si on était très aidé, un peu sous perfusion avec les PGE et tout, là on commence à rentrer dans le dur pour les sociétés. Là, ça y est, on sent un petit peu quand même. Mais je trouve quand même beaucoup d'entrepreneurs qui, vous l'avez dit vous, beaucoup de choses positives, on va trouver des solutions, vous êtes confiants pour transmettre. Et je trouve que ça a eu ce fait-là. Voilà. Je trouve beaucoup de beaux projets avant, c'était plus compliqué. Dès qu'on en prenait un sur la tête, il se passait un petit peu de temps et puis ça redémarrait l'année d'après. Seb, on a parlé de logement, on parle de restauration. Enfin, je veux dire, logement, tout le monde y a besoin. Et j'allais dire, dans les temps difficiles, on s'aperçoit quand même que les gens ont de plus en plus, le Covid l'a fait, hein, plus envie de sortir pour, entre guillemets, profiter en famille, entre amis. La gastronomie, je trouve, revient, et notamment sur Valence, hein, par rapport à ça, où effectivement, il y a un attrait. Donc, c'est quand même 2 secteurs qui sont porteurs. Donc, même si effectivement tout ce qui se passe autour peut être compliqué, je crois qu'on aura toujours besoin d'un logement et de manger, quoi. Hein. Mais c'est quand même ce que je ressens comme le plus impacté aussi, hein. Mais il s'en est monté tellement, des agences immobilières aussi, avec, on parlait déjà de Genco, mais tous ces mandataires qui travaillent pas de la même façon que nous. Mais la restauration, on en voit beaucoup qui souffrent un petit peu, qui commencent à souffrir. Non, mais beaucoup souffrent.
On a le même principe que dans d'autres activités, c'est la fréquence. Aujourd'hui, quand ton pouvoir d'achat baisse, tu changes pas ton mode de... C'est la dernière chose que tu changes, ton mode de consommation. Mais tu vas changer la fréquence de ton mode de consommation. Si tu avais l'habitude d'aller 4 fois au resto par mois, ben, tu vas y aller plus que 3 fois ou plus que 2 fois. Si tu as l'habitude de t'acheter des marques de fringues de luxe ou de connues, bah, au lieu d'en acheter 3 chemises par mois, bah, tu n'en achèteras plus qu'une. Tu vas pas changer de marque. Mais par contre, tu vas réduire la voilure. Tu vas réduire la voilure. Et aujourd'hui, quand je parle de sobriété, réduire la voilure, c'est aussi, il y a un peu moins de récurrence ou un peu moins de fréquentation. Et on s'en aperçoit cet été, les restaurateurs, les hôteliers, que ce soit à la mer ou à la montagne, ils ont dit, il y a eu tout le temps du monde, mais il y avait moins de monde. Il y a plein de restaurateurs qui disaient, cet été, les gens ne réservaient plus, parce qu'on avait toujours de la place. Alors qu'on a connu des années, c'était tout réservé à l'avance. Si tu ne réserves pas ton resto le soir sur la plage, t'as pas de place. Moi, dans le Ou à la sud, montagne. j'ai plutôt le sentiment que Ça, il y a eu les durées de vacances sur des lieux ont été réduites. D'accord. Donc avec des fréquentations donc ça veut dire que tu changes pas ton mode de vie, Mais tu fais moins. mais tu fais moins. Ouais. Moins Mais souvent. bon, est-ce que l'équilibre il est pas là aussi? On parlait de consommation, surconsommation. Est-ce que, je suis désolé, mais est-ce qu'on a besoin d'aller tous les jours au restaurant? Non. Je suis pas persuadé. Peut-être qu'on Non, mais n'en est pas là non sauf plus. que quand tu as le choix, tu dis je peux y aller tout le temps et par la force des choses, j'y vais souvent. Quand t'as pas le choix, tu te convaincs que c'est une bonne chose de pas y aller. Ouais. Donc, mais c'est parce que t'as pas le choix. T'as une clientèle plutôt d'entrepreneurs à midi, parce que tu travailles beaucoup à midi, le soir aussi. Oui, alors on a une clientèle assez je vais prendre un exemple comme ça. Le jeudi midi, Manu et Philippe ils peuvent venir déjeuner au resto. Aussi bien Manu le soir, il revient avec son épouse, ils font un déjeuner en amoureux. Puis le vendredi midi, la semaine d'après, il revient avec des potes. C'est en mode fin de semaine. Et il va venir pour l'anniversaire de la petite le samedi. C'est-à-dire que la même personne, elle peut revenir chez nous dans 3 ou 4 contextes différents. Et puis, Philippe le connaît bien, on a une association aussi bien, on va faire l'assemblée générale de l'association là-bas. Donc, la force que nous avons, c'est qu'on peut... la même personne peut venir pour 4 ou 5 environnements, occasions différentes. Voilà. En fait, il faut créer la demande, il faut créer le besoin, et l'avantage du Grislo, Laurent le disait par rapport à ça, on n'a pas parlé, mais c'est aussi les individus qui animent, j'allais dire, cette partie-là, qui ont cette vraie valeur ajoutée, entre guillemets, indépendamment de ce que tu manges, mais l'accueil que tu vas pouvoir avoir et qui va faire qu'effectivement, tu auras envie de venir pour manger avec des clients, pour manger avec des copains, pour revenir en famille. Et effectivement, selon le moment que tu vas avoir, si tu as un accueil qui est toujours sympathique, c'est une vraie valeur ajoutée, quoi. Mais moi, je préfère que quelqu'un vienne moins souvent, mais qu'il soit complètement satisfait, qu'il revienne et qu'il n'y ait pas de doute sur vraiment, en disant finalement, c'est quelqu'un qu'on voit une fois par mois ou une fois par trimestre, il vient en famille. Mais on a des familles qui viennent, tester, on change de carte toutes les 5 semaines, qui ont testé depuis le début toutes les cartes. On a la 27e carte là. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un changement de carte, tu sais, on a un fichier, on envoie une carte, on fait faire des photos par Serge Chapuis, là, le photographe valentinois. On envoie et ils viennent tester depuis l'ouverture du restaurant toutes les cartes. Ça veut dire que ça marche. Alors ils viennent pas 2 fois, ils viennent une fois. Généralement la 2e semaine où le chef est un peu plus. Mais ces crises, on parlait de crise, ça nous oblige quand même à nous réinventer. Bon, l'augmentation du coût de l'énergie, tu en as un petit peu parlé. Effectivement, la cuisine, ça peut être consommateur. Mais qu'est-ce qu'on a fait au lieu de laisser tourner toutes les plaques? Celles qu'on n'utilise pas, on va plutôt l'éteindre. Le boulanger, c'est pareil. Le carrossier, Pierre-André Métifio, nous disait. Ils s'adaptent, ils font des horaires pour dire sur les 3 cabines, j'en fais tourner que 2, et puis je l'allume vraiment si j'ai besoin. Avant, l'énergie coûtait pas cher quand même. Il y a le fait que l'énergie coûtait pas cher. Et là-dessus, comme on touche au portefeuille, on a quand même su faire des économies. Mais il y a aussi une sensibilisation, c'est-à-dire malgré tout, les gens qui t'entourent, ta famille, tes collaborateurs, tes amis, tu peux pas gaspiller comme avant. Ça te coûte cher, et deuxièmement, t'es montré le doigt. Moi, j'ai des enfants qui disent
C'était gentil, mais ça, c'était dans les années 80 ou 90 qu'on faisait comme ça. Maintenant, tu vas me faire le plaisir de... on a une pression Ouais. de ton entourage, de l'image. Alors, il y en a qui s'en foutent, mais de toute façon, tu vis dans un monde où il faut être un peu plus sobre. Donc, mais je prenais ça comme exemple, mais ça aussi, tu vois, tu disais, on revient parce qu'on est bien accueilli. Aujourd'hui, dans ces temps qui sont un petit peu plus durs, on va peut-être faire un peu plus attention à comment on va répondre au téléphone. Ouais, les équipes, on leur demande beaucoup, et ça a au moins cet effet-là de se dire, allez, dans les agents immobiliers où à un moment il y avait trop de boulot, il fallait, on était client, il fallait rappeler l'agence immobilière parce que ils avaient tellement de boulot, c'est pas grave, ils n'avaient pas le temps de rappeler. Aujourd'hui, il faut se remettre un peu aujourd'hui, tu vas travail. rappeler les appels manqués ouais. et les acquéreurs, tu vas les suivre. Voilà. Un peu plus D'accord. que. Et tu reprends ton listing d'ancien C'est ça. prospect. Ouais, mais c'est là où je crois que la valeur ajoutée de l'humain va pouvoir justement recréer du lien et permettre d'être plus performant et pertinent dans des moments difficiles comme on a là. Et c'est pour ça que vous êtes confiant parce que le métier vous le connaissez et que des solutions, il y en a. Il va falloir se retrousser un peu les manches. Là, c'est une situation très difficile qu'on n'a jamais connue dans l'immobilier en 40 ans. Même les autres crises n'ont pas été aussi. Là, on est confiant parce que on a de l'expérience, on a un peu d'historique, on a de l'enthousiasme, etc. Mais ça arrive au meilleur d'avoir des grosses difficultés. Bien sûr. Il n'y a pas que des boîtes pourries qui déposent le bilan. Hein. Il y a des marchés, et quand le marché fait moins 50%, moi j'ai des confrères aujourd'hui qui vont arrêter l'activité, et c'est des mecs qui travaillent bien. Parce que peut-être qu'il y a un tournant qu'ils n'ont pas su prendre, peut-être qu'ils n'ont pas mis suffisamment de sous de côté à une époque où il y avait besoin de mettre de l'argent, mais c'est des gens qui travaillent bien, c'est-à-dire que c'est un bon professionnel qui va disparaître de l'environnement de la construction. Mais tu l'as dit tout à l'heure, moins 50% de maisons. Donc si tu en construisais 500 et que maintenant il s'en fait plus que 250, que font les autres qui créaient, qui bâtissaient quoi. Et puis même si on a de l'argent pour réinjecter dans nos boîtes, à un moment quand il y a un marché qui est à moins 50 et que c'est peut-être son niveau, qu'à un moment c'est de se battre, on peut pas en remettre tout le temps. À un moment il faut couper avant de tout perdre. Allez, on va passer sur d'autres sujets. Maintenant, je voudrais savoir pourquoi vous avez investi ici plutôt qu'ailleurs. Jingle. Alors, pourquoi ici et pas plus ailleurs, Manu? T'es pas né ici, je le sais, mais ça fait un petit moment que t'es là. Développe ta question. Sur le territoire, qu'est-ce qui fait que tu restes à Valence et pourquoi t'es pas allé t'installer à Lyon ou dans le sud Parce que déjà, j'ai toute ma famille ici, que moi je suis très famille, et que me déraciner, c'est compliqué pour moi. Tu vois. J'ai quitté Valence quand j'étais plus jeune, je suis parti vivre 2 ans sur Aubenas, j'ai vécu 2 ans sur Annecy, où j'ai travaillé à l'époque pour Bouygues, la maison individuelle. Mais si tu veux, je me sentais trop loin de mes racines. Alors, mes racines, moi je suis né en Espagne, donc j'ai une partie de ma famille qui vient d'Andalousie. Mais Valence, pourquoi ici et pas ailleurs? C'est parce que j'ai mes frères, mes sœurs, mes amis, et que moi j'ai quand même besoin de toute ma petite tribu pour avancer. Pour avancer, ouais. J'aurais du mal à partir, même avec un super projet à l'autre bout du monde ou à l'autre bout de la France. Je pense que j'aurais pas la force. J'aurais pas le. Oui, il faudrait que j'emmène tout le monde avec moi, donc c'est compliqué. Ouais. Donc, Philippe, toi, tu tournes autour de Valence et puis tu t'élargis quand même un peu. Je m'élargis, mais je serais un peu comme Manu. Au départ, je dirais que je suis famille, que j'ai appris le métier sur Valence et qu'un agent immobilier, où qu'il soit, entre guillemets, il connaît son secteur, mais si tu le déplaces, il faut toujours une période pour redécouvrir, entre guillemets, ce qui se passe ailleurs. Et en étant valentinois, avant j'étais associé dans un autre cabinet, quand je suis reparti et qu'on s'est installé avec Isabelle, on s'est dit qu'on connaissait déjà le local, qu'on connaissait la ville, qu'on était du coin. On a travaillé pendant 30 ans sur le bouche à oreille. C'est quelque chose qui fonctionne bien, que tu mets longtemps, entre guillemets, à mettre en place. Mais une fois que c'est parti, on est parti là-dessus et on s'est toujours dit pourquoi aller faire ailleurs ce qu'on pouvait faire ici, quoi. Donc, on appelle ça une gestion en bon père de famille. Ça m'a bien convenu pendant toutes ces années pour faire de la gestion locative. Et c'est vrai que on a eu géré, moi, ça fait un peu plus de 30 ans maintenant que je fais ça, où on gère maintenant les enfants. Donc, on est resté amis souvent avec les parents et le fait, ça a créé du lien et des relations. Et l'avantage de la gestion, c'est que les gens sont beaucoup plus fidèles. Donc, voilà pourquoi... tu as suivi les générations. Et tout à l'heure, tu nous as pas dit, mais dans tes nombreuses vies, tu montais souvent à Paris pour la FNAIM. Du coup, le territoire, tu le connais. On
On a un Ouais, territoire ouais. qui est plutôt sympa à travailler ou Ben, je pense qu'il y a plein de territoires. L'avantage de la FNIM, c'est que ça m'a fait découvrir d'autres confrères partout en France. Hein. On s'aperçoit qu'on fait tous le même métier, qu'on soit à Biarritz ou à Strasbourg ou à Lens, mais que sur le principe, c'est l'échange. Moi, j'ai beaucoup apprécié ça, de rencontrer d'autres confrères où on n'est pas concurrents. Donc c'est vrai que quand on n'est pas sur le même marché, on peut se lâcher et se donner plein d'idées qui font avancer la profession et qui du coup ont créé entre guillemets le fait de tirer la profession vers le haut par rapport à ça. Sur Valence, on est quand même plein de confrères à s'entendre, il y a beaucoup d'anciens qui sont là, où ça se passe relativement bien. C'est toujours plus facile de travailler avec des gens que tu connais bien, plutôt qu'entre guillemets de critiquer des gens que tu connais pas, quoi. Ok. Et toi, Laurent? Ben, moi, je suis né à Romans, sur Isère, et je travaillais à Paris, et un jour, j'ai reçu un coup de fil de la personne qui avait racheté la société à mon papa, en 2001, qui m'a dit, écoute, si ça t'intéresse, je te revends la société que j'ai achetée à ton père. Voilà. Donc moi, j'étais banquier d'affaires, je travaillais chez HSBC à Paris, et puis donc j'ai pris mes valises, sans savoir ce que j'allais trouver. J'avais 30 ans, donc je me suis dit, tiens, si je le fais pas, je vais certainement le regretter. Donc j'ai posé mes valises à Valence en 2002. Et puis voilà, et puis je suis resté à Valence. Et puis après, on a fait grossir un petit peu l'activité. Il y a eu d'autres activités connexes. Voilà, en plus il y a le rugby, donc ça fait que... Tu l'aimes ce territoire? Je donne beaucoup pour le territoire, donc il me le rend bien, il me l'a bien rendu jusqu'à présent. Mais oui, non, j'aime bien. Et puis mes parents habitent ici. Mon papa est issu d'une famille de 10 frères et sœurs. Donc j'ai 26 cousins et cousines. Ouais. Ils sont Qui beaucoup sont dans le coin? beaucoup dans la région. Ouais. Il y a disons dans un rayon de 50 km. Donc c'est voilà, je suis d'ici moi. Donc C'est pour ça que tu fais des grandes maisons alors pour accueillir tout le monde. ouais, il y en a j'ai des cousins qui ont 5-6 enfants, donc effectivement ils sont bien reproduits, d'autres un peu moins, mais je fais des petites, des moyennes et des grandes maisons. T'as du monde à recruter pour travailler avec toi alors? Pour On transmettre. choisit pas sa famille, donc je préfère choisir mes collaborateurs. Si la famille ça correspond, c'est parfait. Ouais. J'ai travaillé et je travaille encore un petit peu avec mon épouse sur de la communication, donc mais je pense pas que mes enfants puissent ou prendraient le relais aujourd'hui. Ils font d'autres choses, donc voilà. Ok. Mais je regrette rien. Bon, vous restez ici alors? Ah bah oui. Oui. On s'évade un peu des fois. Hein. Justement, on va passer à une autre séquence. On va parler investissement avec la question à 100K. Jingle. Alors ma question, elle est assez simple. Si vous aviez 100K pour créer une start-up, laquelle ce serait? Ça peut être en relation avec votre métier ou alors un autre projet. Complètement un autre projet. Si je vous trouve 100K, on disait que c'était dur Pas de beaucoup trouver. 100K. Hein. Ouais. Sur Avec certains 100K, projets, t'as plus rien. Ah, mais il faut trouver une idée de génie pour la faire grossir. Ouais, moi je ferais une start-up sur le plaisir. C'est-à-dire quelque chose axé sur le vin ou la gastronomie, avec des jeunes talents que j'irai chercher en école pour créer un concept un petit peu différent. Voilà. Je ferai quelque chose... 100 000 €, tu peux créer une activité sur le vin et la gastronomie qui peut marcher. Tu seras jamais riche avec, mais ça peut marcher et je lancerai des jeunes. On a parlé territoire avant. Le territoire, il est fabuleux pour ce métier. Ah, le territoire il est fabuleux. Ouais. Donc, on est en un pays de gastronomie, on a un pays de vin. Donc on a un climat magnifique, on a des saisons tempérées, on a de la campagne, on a de la montagne. Pour manger, boire et se promener dans la nature, c'est super. Ouais. Manu? Alors, moi, si j'ai 100K, si tu me files 100K pour créer une sorte, j'ai un projet en tête là, Ouais. et que j'y travaille avec mon frère est arboriculteur, Ouais. et on veut, donc lui, donc il fait de la pêche, de l'abricot, il fait de la vente de produits donc sur son exploitation, et on réfléchit à se lancer dans l'olive, dans l'huile d'olive. Donc aujourd'hui, il était en formation, je sais plus où là, pour apprendre un peu les bases de cette, je sais pas comment on dit,
Loli. L'industrie de l'huile d'olive. Voilà. L'oléo. Ouais, c'est pas mal. L'oléoculture, voilà. Donc, et donc, moi, je me dis, après l'immobilier, c'est peut-être. Pour le faire sur le secteur. Ah oui, sur le secteur, parce qu'il n'y en a pas sur le secteur. Il y en a pas. Et Ouais. avec le changement. Le réchauffement climatique, ça je pense remonte que un petit bientôt, peu. on travaille sur sur l'olive et sur la grenade. Voilà. Donc, voilà. Donc, tu vois, si j'avais 100 cas, c'est peut-être là-dessus que j'irais. Même si je ne les ai pas, je pense que c'est là-dessus que je vais aller avec mon frère. Ouais. Si on peut, si on a le terrain. Bah, c'est un projet en tête quand même. C'est un projet, on en parle depuis 2-3 ans. Ouais. Et toi, Philippe? Moi, j'ai pas Tu de choisis projet. lequel tu vas me dire? Non, Bagnole de course. Non, ça m'a passé. Mais je pourrais aller. Je pense pas que j'irai tout seul me lancer, parce que l'immobilier, je trouve que c'est une activité qui est prenante, qui m'aura beaucoup occupé tout le long de ma vie, et où j'ai pas spécialement envie. Par contre, je pourrais partager, tu vois, sur un projet comme Laurent, parce que moi, je suis très proche avec des gens avec qui on s'entend. Manu le sait, on a Tu déjà veux pas fait. investir dans l'huile d'olive, non? Ben pourquoi pas. Mais je serais plus par le. En même temps, Ouais, vous on avez peut parlé de faire- gastronomie. Hein. 100, Et on 100, pourrait- ça fait 300, 300 000, 300, on peut faire un joli projet. On pourrait non, se grouper, tu vois, pour faire quelque chose entre amis et qui soit sur la convivialité, sur le fait d'avoir de bons produits et de passer de bons moments. C'est important aujourd'hui. C'est ce qui pourrait m'attirer, oui. Allez, je vais aller voir les banquiers. En ce moment, ils prêtent beaucoup avec des taux un peu bas. Ouais. Je vous dirai si j'ai trouvé. Merci d'avoir répondu à la question. Et maintenant, pour l'heure, je vais vous demander de balancer des invités. Jingle. Alors, bientôt Alors ça, c'est ma 6e émission. C'est la dernière de l'année. 2024, on verra si je reconduis. Il y a des chances pour que je reconduise un peu d'inviter des entrepreneurs. Mais qui est-ce que vous aimeriez venir voir se prêter un peu au jeu des séquences et des questions? Forcément sur l'immobilier. Ouais, Ah non, pas du sur tout. quel secteur Vous d'activité? êtes les premiers que j'invite sur l'immobilier. D'accord. On a eu un peu tous les métiers de l'industrie, des restaurateurs, on a eu tout, mais qui c'est que vous aimeriez venir voir là? Non, moi, Des idées? tu sais que tu vas inviter Philippe Laurent. Philippe Laurent. Laurent de Décor Discount. Décor Discount, Ouais. que je connais bien aussi. Tu connais? Ouais. Voilà, il va aller. Qui est un chic type entrepreneur. Excellent golfeur. Excellent golfeur. Ouais. Il nous fera quelques swings. Il va nous en vouloir là. Moi, j'ai deux types. Soit des gens qui ont monté une start-up, des jeunes, pour savoir comment ça se passe aujourd'hui, etc. Donc, J'ai pas dit que je te donnais 100K à chaque fois. Hein. non, mais d'accord. Mais c'est pas moi qui vas inviter d'ailleurs. Mais je pense que c'est intéressant peut-être de regarder dans l'économie drômoise ou dans les bouquins sur des jeunes qui ont monté une start-up. Et à mon avis, ça peut être intéressant qu'ils parlent de leur expérience de start-upers. Et où... T'as un nom à me donner? Moi, ouais, ça peut être un des deux du Point D, là, Damien ou Xavier. Je pense que c'est une... Voilà, c'est intéressant. Et en même temps, un grand capitaine d'industrie, quelqu'un qui a réussi, je dis capitaine d'industrie, qui a une grosse boutique, un grand groupe, etc. Pour peut-être confronter, faudrait peut-être rajouter deux start-upers et 2 capitaines d'industrie, tu rajoutes un fauteuil, il y a 4, et à mon avis, ça peut être intéressant. Donc, il y en a plein, des capitaines d'industrie tu as Michel Chapoutier, tu as Pierrick Brognier, tu as Olivier Jalabert, tu as plein de gens. Là. On a un beau territoire pour ça. Ouais, il y a un beau territoire pour ça, et je pense que ça sera intéressant de confronter ces deux publics différents. Ok. Moi, je serais peut-être plus sur le monde associatif ou sur le monde sportif, j'allais dire, de chef d'entreprise. Alors, Laurent, tu l'as déjà fait venir aujourd'hui, mais on voit plein de chefs d'entreprise qui, à un moment donné, ont réussi et reprennent un club de sport, entre guillemets, et font avancer toute une région par rapport à cela. Et je trouve qu'effectivement, Laurent est une bonne image. Non, vous n'allez pas le faire revenir, il est déjà venu là-dessus. Mais il y a d'autres activités avec d'autres chefs d'entreprise là-dessus. Et je trouve que de mener le parallèle dans ces périodes difficiles entre le sport, parce que le monde associatif a quand même tendance à disparaître, et que tu vois souvent qu'au niveau du monde du sport, si t'as pas d'argent, tu peux plus rien faire. T'as beau être porté de bonne volonté, jouer en Pro D2 ou jouer en national, ouais, c'est compliqué si t'as pas le budget. Donc il y a encore des chefs d'entreprise qui sont prêts à s'investir, de donner de leur temps, de donner de leur argent, entre guillemets, pour faire avancer une activité sportive, et je trouve ça super.
Alors, à part Laurent qu'il faut que je réinvite, tu penses Ben, à qui j'ai pas d'idée, mais on va chercher. On va chercher, tu me diras. Justement, là, l'émission va toucher à sa fin. On n'a pas parlé rugby. Tu veux nous dire quelque chose? C'est une émission aussi pour vous. On peut passer. On t'a posé la question quand t'es arrivé. Oui, on non, a mais parlé j'ai un pas peu avant parlé les rugby caméras. parce que le sujet est pas venu sur la table. C'est une belle aventure quand même, parce que c'est Ah oui, c'est une belle aventure. Ouais. c'est une association, c'est Ça fait une 7 entreprise. ans, c'est beaucoup de travail. C'est 85 salariés, c'est une entreprise qui fait 8,5 millions de chiffre d'affaires. Une entreprise de spectacle, donc qui est pas rentable, hein, qui est déficitaire, donc c'est le principe, faut le savoir dès le départ. Avec un modèle économique, le nôtre, qu'on a développé autour du partenariat d'entreprise, qu'on a 400 partenaires. Bon, on est fiers de ça. Après, la grosse difficulté, c'est que c'est un travail quotidien. Le sport s'arrête jamais. Un club, ça s'arrête jamais. Donc, du 365 jours sur 365, quand la saison actuelle, tu bosses pour la saison à venir, et puis tu travailles sur des budgets. Donc voilà, on est nous très fiers de jouer, d'avoir un club professionnel, d'être champion de France. Voilà, bien évidemment, ça peut paraître pas ambitieux, mais on souhaite se maintenir cette année, et on a les moyens de faire plus. Donc, c'est aussi une association de plein de bonne volonté, plein d'engagement. Avec et aussi un binôme avec Jean-Pierre Cheval qui fonctionne bien, avec pas mal de complémentarité, et un triumvirat avec un directeur général, Adrien Ruiz, qui nous a rejoint il y a 8 ans. Et c'est dur, c'est très dur, mais il y a des satisfactions, et c'est surtout un métier où tu as parce que c'est un vrai métier, où tu as de la satisfaction court terme qui est vite écrasée par une insatisfaction qui arrive de la semaine d'après. On n'a pas le temps de se satisfaire d'une victoire parce qu'il faut passer à la semaine d'après, et on n'a pas le temps de se désoler d'une défaite parce qu'il faut passer au match d'après. Donc il y a beaucoup de spontanéité, il faut rebondir. Voilà, rien n'est jamais acquis. On le voit sur les résultats sportifs au rugby, au foot ou autre. Et c'est pas parce que tu as le plus gros budget que tu seras champion, et c'est pas parce que tu as le plus petit budget que tu peux pas faire des choses. C'est un peu voilà. Et puis moi j'ai joué 20 ans au rugby, c'est un sport où tu peux pas tricher. Je dis pas qu'il y a plus de valeur que dans le monde d'aujourd'hui, parce que les rugbyman et nos salariés, c'est des gens du monde de tous les jours. Mais par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que tu peux pas tricher. C'est-à-dire que si tu t'engages pas, si tu joues pas collectif, si t'as pas des qualités mentales, physiques, etc., tu ne peux pas exister. Et ça, pour le coup, ça ne ment pas. Sur le terrain, à l'entraînement, tous les jours. Donc, dans le rugby, les tricheurs, on les voit vite. Et là, c'est assez transparent, voilà. Un peu comme dans le monde de l'entreprise. Oui, exactement. Tu peux un peu plus te cacher dans certaines entreprises. Au rugby, c'est plus compliqué. Et c'est vrai que le monde du sport inspire beaucoup. Tu m'as fait une belle conclusion de l'émission. Je crois que ça fait un petit moment qu'on discute. On a tous des sujets. Je vous remercie. C'était la dernière de l'année. Je suis très content. Merci à toi. Merci de nous avoir accueillis. On a parlé un petit peu d'immobilier, mais pas que. Cette poste donc touche à sa fin. On se tient un petit peu au courant de toute votre vie d'entrepreneur. Et je vous souhaite beaucoup de projets dans tous vos projets. Alors c'est la dernière, je vais remercier aussi un petit peu tous ceux qui ont travaillé derrière cette émission. Je remercie particulièrement Sébastien Tatier de la société SVD, que je ne présente plus, qui est responsable de tout ce bordel, si je pourrais dire, de toutes ces émissions, qui a travaillé avec Rémi et toute son équipe, Camille, Jérôme et bien d'autres. Il a travaillé en collaboration pour le matériel avec Pascal Pantel de la société Sotelec Sono et son équipe. Et puis c'est aussi orchestré par le talentueux Alexis Peturkane de la société PG Events. Voilà. Bravo. Ils applaudissent, ils sont dans l'ombre. Merci à tout le monde. Je remercie aussi quelques partenaires. Il y a des tableaux qui sont par-ci, par-là, qu'on dissimule. C'est Céline de Art by Céline qui nous les a prêtés. Le mobilier, c'est Cédric de la société Cima qui nous les a mis à disposition. Et puis aussi toute l'équipe Arthur Lloyd, parce que je les monopolise un petit peu dans notre espace de travail, et Camille qui est chez nous qui nous aide à tout ça. Voilà, une très belle fin d'année à tous, et puis on se retrouve l'année prochaine avec plein d'actualités. Merci. Okay, merci. À bientôt. À bientôt. Jingle. Jingle. Jingle.